Bonjour à tous et bienvenue dans Redub. Aujourd'hui nous allons parler d'un très célèbre studio d'animation, pas tant habitué que ça au redoublage, mais qui a quand même eu des débuts difficiles, notamment en termes de star talent. Et pour comprendre un petit peu pourquoi ils ont redoublé certains de leurs films, il convient de revenir un peu sur l'histoire de ce studio. Quel studio, me direz-vous? Eh ben, a priori, si vous n'êtes pas trop con, vous avez vu le titre de la vidéo, nous allons parler aujourd'hui des studios DreamWorks. DreamWorks SKG est un studio de cinéma américain fondé en 1994, SKG correspondant au nom de ses trois fondateurs, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen. Et à l'inverse des deux autres, je ne sais pas vraiment qui est David Geffen, je sais juste que selon Wikipédia, il a sur son compte en banque 7 milliards de dollars. Le larron qui nous intéresse en l'occurrence dans cette histoire, c'est Jeffrey Katzenberg, qui était jusqu'en 1994 à la tête de la section animation des studios Disney. Il y a fait pas mal d'émules et si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo de Monsieur Bobine consacrée au sujet. Il a fait beaucoup de choses là-bas, mais il a notamment inventé, si on peut dire, un concept qui marquera l'histoire du studio et même de l'animation au cinéma en général, le Star Talent. Le Star Talent, j'ai déjà eu moult occasions d'en parler sur cette chaîne, c'est le fait d'appeler des stars de cinéma, de la télévision ou plus récemment du web pour incarner des personnages secondaires ou principaux de films d'animation, en lieu et place de comédiens particulièrement doués dans le domaine de la voix. Ça permet d'écumer un petit peu les plateaux de télévision et les avant-premières mondiales, de donner envie à papa et maman d'aller voir ce film avec leurs enfants plutôt qu'un autre et de faire parler un petit peu du film. Le premier vrai gros Star Talent de Disney aux États-Unis, ce fut Robin Williams en Génie d'Aladin en 1992. Une histoire dans laquelle Robin Williams s'est bien fait entuber par Jeffrey Katzenberg, mais là je vous renvoie à la passionnante vidéo de Lindsay Ellis consacrée au sujet. Une technique qu'on s'est donc empressé d'appliquer de la même façon en France. Alors que jusqu'à maintenant Disney France faisait appel à des maestros de la voix tels que Roger Carrel, Perrette Pradier, Claude Bertrand ou Micheline Dax, des stars ont commencé à s'intégrer de ci de là dans les castings VF de ces films. On a même eu un petit peu d'avance sur les Américains, on va dire. En effet, dès 1989, on a eu droit à Henry Salvador pour doubler le personnage de Sébastien dans La Petite Sirène, même s'il avait déjà collaboré plusieurs fois avec Disney par le passé, donc je suis même pas sûr que ce soit du Star Talent. En tout cas, à partir de 1994, c'est devenu systématique. Jean Reno dans Le Roi Lion, Francis Lalanne dans Le Bossu de Notre-Dame, Patrick Timsit dans Hercule, José Garcia dans Mulan, etc., etc. Je vais pas tous les faire. Donc lorsque Jeffrey Katzenberg revient de chez Disney pour créer son propre studio DreamWorks et son propre studio d'animation DreamWorks Animation, c'est quand même pas foulé le gars, il est bien décidé à appliquer stricto sensu les méthodes qui ont fait leur preuve chez la firme à grandes oreilles et qui ont d'ailleurs continué après son départ. Ainsi, le premier bébé du studio d'animation, Fourmise, possède au casting Woody Allen, Sharon Stone, Sylvester Stallone, Danny Glover, Dana Aykroyd, Jennifer Lopez, Gene Hackman, Christopher Walken. Une politique qu'ils vont poursuivre dans leurs films suivants. Le Prince d'Égypte avec Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum, Patrick... Non mais je suis désolé, c'est complètement débile. Même pour les personnages qui ont 5 répliques, qui prennent des actrices oscarisées, ça veut absolument rien dire. La Route d'Eldorado avec Calvin Klein et Kenneth Branagh, Chicken Run avec Mel Gibson, et le célébrissime Shrek avec Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz et Vincent Cassel. Be still, mon chéri! For I am your savior! Sauf qu'en France, c'est pas tout à fait la même tisane. Alors que les studios Disney avaient leur propre boîte de distribution, Buena Vista International, qui prenait ses ordres directement de la maison mère pour toute l'Europe, DreamWorks était obligé de passer par un distributeur tiers, United International Pictures, UIP, co-créé par deux autres studios, Universal et Paramount. Et United International Pictures, ils savent pas encore quoi faire avec le Star Talent. Rappelons qu'on est encore au début du renouveau de l'animation au cinéma, après des années de vache maigre et notamment chez Disney. À l'époque, des longs métrages animés qui sortent en salle, il n'y en a pas toutes les semaines comme aujourd'hui, et encore moins avec des stars au casting. Donc quand UIP, il se retrouve avec un film comme Fourmise à promouvoir en France, alors que la presse ciné commence déjà à parler du casting VO, Sharon Stone, Sylvester Stallone, eh ben ils sont désemparés. Bon, est-ce qu'il faudrait pas appeler des stars, comme chez Disney? Non, mais DreamWorks, c'est un studio qui débute, on n'a pas forcément le budget pour ça. Est-ce qu'on pourrait pas juste garder le nom des stars américaines et prendre leur voix française habituelle? Comme ça, on n'a même pas besoin de changer les noms sur les affiches. Bonne idée, Jean-Daniel. Mais est-ce que des enfants vont vouloir voir un film avec Woody Allen? Bon, allez, tournée de cocaïne. Ouais!
Du coup, pendant des années, UIP a hésité entre deux cas de figure possibles. Soit garder la campagne de com américaine avec les stars américaines et faire doubler le film par les voix habituelles des dites stars, ce qui a continué de se faire après avec des films comme Rango ou les films en motion capture de Zemeckis, soit appeler des stars françaises pour faire une campagne de com française et ainsi passer de Les Razmoquettes avec Bruce Willis à Les Razmoquettes avec Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe et Hubert. Une fois, j'ai mangé une des couches de la binocle. Non, moi non plus, je vois pas le rapport entre Bruce Willis et Vincent Lagaffe. Les deux sont chauves. À vrai dire, il y a aussi un troisième cas de figure, celui de faire totalement abstraction du casting VO, du fait qu'il y ait des stars, de doubler le film normalement et plutôt de communiquer sur le fait que, c'est un bon film. Mais c'est plus difficile quand le film est pas terrible. Du coup, UIP a beaucoup hésité au fil des années en faisant parfois la technique 3 avec un soupçon de technique 2, la technique 1 mixée avec la technique 2, la technique 2 incomplète, la technique 1, non pardon la 2, non pardon la 1. Résultat des courses, ils ont tellement hésité, bifurqué à droite à gauche, changé d'avis, copier Disney, pas copier Disney, en fait non, en fait si, que à plusieurs reprises, ils se sont retrouvés avec plusieurs doublages d'un même film. Le premier film des studios DreamWorks, Fourmise, va donc exister en deux versions. Une version avec Bernard Murat, la voix de Woody Allen, et une version sans Bernard Murat, la voix de Woody Allen. Le deuxième film du studio, Le Prince d'Égypte, sera doublé avec la technique 3, à savoir pas spécialement de com sur le casting, en s'appuyant sur le fait que, c'est l'adaptation épique de la Sainte Bible, sa mère. La très sainte putain de Bible, garçon. Y a Patrick Fiori quand même. Oui, c'est vrai que Patrick Fiori fait la voix chantée de Ramsès dans la seule chanson où il chante, et sur un seul couplet. Toi que j'appelais mon frère, comment peux-tu autant me haïr? Est-ce vraiment ton désir? Et c'est pas la seule fois où il a fait ça, hein. C'était pareil sur Mulan, où il faisait les parties chantées de Chang, mais pas les parties dialoguées. Attaquons l'exercice pour défaire les... Alors il y a deux explications possibles. Non, écoute Michel, je me sens pas à l'aise en termes de doublage. Le mieux, ça serait que tu gardes les parties chantées et que tu prennes un vrai comédien pour les parties dialoguées. Ou alors... Non, écoute Patrick, t'es vraiment à chier en termes de doublage. Le mieux, ce serait que tu gardes les parties chantées et que je prenne un vrai comédien pour les parties dialoguées. Alors Star Talent qui a mal tourné ou humilité d'un chanteur populaire, encore aujourd'hui, le mystère reste entier. Le Prince d'Égypte a marché de ouf, avec 4 millions d'entrées en France, ce qui a fait hésiter UIP pour le troisième film des studios DreamWorks, La Route d'Eldorado. Bon, du coup, on appelle des stars ou pas? Bon, et ça a l'air d'être un film du même genre que Le Prince d'Égypte, franchement, on garde le casting no name. Hein. Ça marche, j'appelle le studio de doublage. 4 to 6 weeks later. Alors on a un gros problème, la presse déteste le film et il bide mais alors complètement aux États-Unis. Ah! Du coup, on va peut-être appeler les stars, là, pour rattraper le coup. Ouais, mais le doublage est déjà fini, chef. T'as qu'à refaire uniquement les persos principaux, allez, oh, et on bosse, là, hein. Et puis, pour leur quatrième film, Chicken Run... Je veux des stars comme s'il en pleuvait. Mais chef, le mois dernier, vous nous avez demandé un casting de No Name. En plus, La Route d'Eldorado, ça a pas très bien marché. J'en ai rien à foutre. Oui, mais chef, le doublage est déjà fini. Tu me refais les textes, tu me refais Tout le casting. Tout le casting. Parce que casting, ça rime avec cocaïne. Casting, ça rime pas avec cocaïne. Chicken Run sera donc le dernier film des studios DreamWorks à avoir ce double doublage dans leur catalogue. Ensuite... le film suivant des studios, Shrek, sera directement et uniquement exploité avec la voix de Alain Chabat dans le rôle de Shrek, aux côtés de Med Ondo, la voix habituelle de Eddie Murphy, et Barbara Tissier, la voix habituelle de Cameron Diaz. Alors oui, c'est vrai, comme pour La Route d'Eldorado, Shrek a bien été doublé sans Star Talent à la base, avec Emmanuel Curtil, la voix habituelle de Mike Myers, dans le rôle de Shrek. On m'a dit à la fin, écoute Emmanuel, on est désolé, mais voilà, ils veulent une star pour doubler le film. T'as doublé tout. Donc ils ont fait faire des essais à Chabat. Ils voulaient également Faroujia et Chantal Lobby. Ça l'a pas fait avec eux, mais ils ont gardé Chabat sur Mike Myers. Je crois qu'à l'époque, il y avait comment dire, un buzz, parce qu'il y avait le festival de Cannes pas très longtemps après. Et donc j'ai doublé entièrement le film. Par bonheur, accourut aussi sec. Oh, vous espériez le prince charmant? Hey! Oh non, 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 pas de viande froide à ma table! Mais les seuls extraits qui nous en restent viennent justement de cette bande-annonce. Le doublage intégral avec Emmanuel Curtil, lui, n'a jamais été exploité. Parce que ce qui a foutu le bordel dans cette histoire, et qui est à l'origine de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que ces autres doublages, ces autres versions françaises, elles se sont retrouvées exploitées. Soit par erreur, soit volontairement par des imbroglios, et on a pu en retrouver des traces dans une VHS québécoise, dans un DVD belge, dans un service de VOD pas très regardant,
ou encore pendant les diffusions télé, sur Gulli, sur TF1... Et c'est ce qui fait qu'on lit parfois des imbécilités sur Wikipédia qui parlent régulièrement de versions redoublées pour la télé. Alors soyons clairs, oui, les redoublages télé ça existe, notamment pour effacer des stars qu'on n'aime pas ou pour assurer une continuité vocale sur une licence, et peut-être qu'on en reparlera un de ces jours. Mais qualifier de redoublage télé n'importe quel deuxième doublage sous prétexte qu'on l'a vu à la télé, c'est complètement idiot et ça ne se base sur strictement rien, comme assez souvent quand ça parle doublage sur Wikipédia. Après ces errements, UIP va rester plus ou moins sur la même formule que pour Shrek, à savoir une star quand c'est possible, et sinon la voix habituelle du casting américain. Genre sur Gang de requins, t'as Eric Judor et Patrick Timsit aux côtés de Jacques Frantz, la voix de Robert De Niro. Il aura donc fallu à United International Pictures 5 films, 5 coups d'essai pour enfin décider de quoi faire avec les films DreamWorks. Et le premier film qui va en faire les frais, c'est Fourmise. On y arrive. Fourmise est donc un film d'animation en images de synthèse de Eric Darnell et Tim Johnson. Il raconte l'histoire d'une fourmi un peu excentrique qui n'arrive pas bien à s'intégrer au reste de la colonie et qui est amoureux de la princesse. Bon, en vrai, en dehors de l'opportunisme flagrant de Fourmise, les deux films n'ont pas grand chose à voir, l'un étant une réadaptation des 7 samouraïs et l'autre étant... Fourmise. Et vous ne le saviez peut-être pas, voire probablement pas, parce que tout le monde s'en fout de Fourmise, mais le film a donc bien 2 versions françaises quasiment identiques, sauf le héros, Z. Le directeur artistique de la VF, Roland Timsit, a réuni un sacré casting pour sa VF, avec Jean Barnet, Virginie Auguste, Philippe Catoire, Samuel Labarthe, et pour doubler le personnage de Sylvester Stallone, Alain Dorval, la voix française de Sylvester Stallone. On prend un morceau de rocher, on le balance derrière, on en reprend un autre, on le rebalance derrière, ça met en forme, ça fait travailler les bras et les pectoraux. Une démarche que Roland Timsit voulait poursuivre jusqu'au bout en proposant à Bernard Murat, la voix française régulière de Woody Allen avec Jean-Luc Kayser, de doubler donc le personnage de Woody Allen. Sauf que de son propre aveu, le studio craignait qu'il ne soit trop occupé. Il faut savoir qu'à côté de son activité dans le doublage, Bernard Murat c'est un metteur en scène très prolifique dans le milieu du théâtre parisien. Et à l'époque du doublage de Fourmise, il terminait à peine duo pour violon seul avec Francis Huster et Christina Reali pour enchaîner directement sur Skylight avec Patrick Chenet et Zabou Bretman. Du coup, Roland Timsit a proposé le rôle à un autre comédien, Daniel Lafourcade. Alors les enregistrements se sont bien passés, la VF a été finie, montée, mixée, livrée à UIP, qui a commencé à communiquer sur le nom des comédiens pour les revues spécialisées. Sauf que... Au fond, c'est con, puisqu'on a la voix de Stallone sur Stallone, autant avoir la voix de Woody Allen sur Woody Allen. Mais... Et le personnage de Z a donc été redoublé par Bernard Murat. Et pas l'inverse, Wikipédia. Le film a donc existé avec ses 2 VF, commercialisés et diffusés, un peu au petit bonheur la chance. Autant sur des médias surveillés comme le cinéma ou ancrés dans le temps comme l'édition vidéo, on va mettre la VF avec Bernard Murat, autant à la télévision, il passe des fois avec Daniel Lafourcade et des fois avec Bernard Murat. Sur le Blu-ray québécois, c'est la version Lafourcade, je sais pas trop pourquoi. Et sur les sites de VOD et SVOD, on peut jamais vraiment savoir à l'avance. Peut-être qu'il faut une ristourne, un prix d'amis quand c'est la VF la moins connue. Non, plus probablement, c'est qu'ils font pas attention. Rappelez-vous de Fight Club qui a été diffusé sur Amazon Prime et sur Netflix en version québécoise. Rappelez-vous de TF1 qui a diffusé la version québécoise d'un film Harry Potter sans faire exprès. Ou de Warner qui a édité Batman et le Fantôme Masqué en France en Blu-ray avec une version québécoise. Les ayants droit, les éditeurs, les distributeurs, ce sont parfois des gens beaucoup moins rigoureux et beaucoup plus incompétents qu'on voudrait bien le croire. Hein, Michel? Ouais, c'est moi. C'est Michel, on l'adore. Mais alors du coup, quel VF de Fourmise faut-il regarder? Comme je l'ai dit, en dehors de quelques petits ajustements de texte ponctuels, le changement de comédien sur Z est le seul changement entre les 2 VF. Ce qui est bien pratique mine de rien, puisque ça va nous permettre de constater que changer la voix d'un personnage, même avec les mêmes textes et même avec des timbres assez proches, ça peut donner des résultats différents. Donc d'un côté, Daniel Lafourcade, la voix habituelle de Paul Giamatti et de Zach Galifianakis, j'ai dit du premier coup, et de l'autre, Bernard Murat, la voix habituelle de Woody Allen. Ben ça, on va le savoir, vous arrêtez pas de me le répéter. Croyez-moi, vous allez vite comprendre que si j'insiste autant sur ce point, c'est parce qu'il suffit de la scène d'introduction pour constater la différence entre les deux. Enfin, en plus, c'est mon travail, et ne me lancez pas là-dessus, parce que ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi, j'étais pas fait pour être ouvrier. En plus, il y a mon travail. Ne me lancez pas là-dessus, parce que ça
Ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi, je n'étais pas fait pour être ouvrier. Je me sens physiquement inadéquat. Je me sens physiquement inadéquat. Pas une fois dans ma vie, j'ai été capable de soulever plus de 10 fois mon propre poids. Pas une fois dans ma vie, je n'ai été capable de soulever plus de 10 fois mon propre poids. Et tout bien considéré, passer son temps à manipuler des saletés, franchement, c'est pas ce que j'appelle avoir des perspectives d'avenir. Et tout bien considéré, passer son temps à manipuler des saletés, c'est franchement, c'est pas ce que j'appelle avoir des perspectives d'avenir. Alors je sais bien qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur le redoublage de Fourmise. Peut-être certains d'entre vous se disent « ça valait pas le coup de faire une vidéo là-dessus ». Mais Fourmise illustre très bien selon moi un phénomène qui n'a pas de nom fixe et que j'appellerais empiriquement un casting prédestiné. Destiné, on était tous les deux destinés. Daniel Lafourcade est bon sur le personnage, ça c'est convenu, mais en écoutant Bernard Murat sur Z, et particulièrement sur cette scène, on ressent une sorte de satisfaction personnelle à entendre la voix française d'un personnage interpréter des dialogues qui semblent écrits pour lui, qui lui semblent destinés. Tu la bois pas, ta bière de puceron? Je suis peut-être ridicule, mais ça ne me dit rien de boire ce qui sort de l'arrière-train d'un autre animal, tu me comprends? Parce que le personnage de Z est complètement alénien. C'est un personnage hors du système, complètement névrosé, peu sûr de lui, cynique, désabusé, cultivé, érudit, au vocabulaire complexe et toujours en pleine crise existentielle. You know, I can't get. I try, but I don't get it. I mean, you know, what is it? I'm supposed to do everything for the colony, and what about my needs? What about me? Bref, un personnage dans la droite lignée des personnages de Woody Allen, un stéréotype connu qu'on ne se gêne pas d'ailleurs pour parodier depuis maintenant des décennies. Du coup, si on connaît un peu la filmo de Woody Allen en VF, les dialogues introspectifs ponctués de psychanalyse et d'existentialisme, eh ben c'est quelque chose qu'on connaît, et qu'on connaît interprété par Bernard Murat. Alors comme ça tu vas tout déballer, hein, devant tout le monde, toute notre vie sexuelle et puis un tas d'autres détails. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'espionnes? Oh non, pas besoin de t'espionner, un type m'a dit dans un cocktail qu'il avait lu les bonnes feuilles du fameux bouquin que ma femme avait en chantier, et c'était salé, à ce qui paraît, oui, vachement osé, même que j'en ai renversé du vin sur mon pantalon. Donc de la même manière que le public anglophone a pu se dire « Ah ouais, on sent bien que ces dialogues-là, ils ont été écrits pour Woody Allen », Hey, fellas, you're being a little extreme, I feel. Why don't we just try and influence their political process with campaign contributions? Eh bien nous, public francophone, on peut se dire en écoutant Bernard Murat « Ah ouais, que ce soit lui qui dise ces dialogues-là, c'est juste parfait. » Non, les gars, c'est un peu extrême pour moi tout ça. Hein. Pourquoi on ne disait pas plutôt de s'attaquer à leur système politique? Je sais pas moi, par une grande campagne d'affichage. Je t'aime bien, petit. C'est un peu comme quand on entend Christophe Lemoine dans Team America. Ça sonne comme une évidence et on se dit « Ah, qu'est-ce que je suis content que ce soit lui qui dise ses répliques. » Tu peux pas savoir à quel point je suis occupé, connard de Hans-Flix! Je t'emmerde! Vous savez, c'est comme quand un chanteur, pendant un concert, chante sa chanson la plus célèbre, son grand tube, ou la chanson que vous préférez, la chanson que vous attendiez. Vous voyez ce côté « Ah oui, c'est satisfaisant », ce côté destiné. Alors certains d'entre vous vont me dire « Oui, Mr. Fox, peut-être, mais si on connaît pas du tout la filmo de Woody Allen, si on connaît pas du tout Bernard Murat, ou si on n'est pas spécialement attaché à lui, bref, si on se lance dans Fourmise sans aucun antécédent, en faisant abstraction du reste. » Oui. Bonne question. Si on essaye de voir qui se rapproche le plus de la VO, comme je le disais, la balle va plutôt du côté de Bernard Murat. Woody Allen en VO, eh ben, il fait du Woody Allen. Ça se sent, notamment dans sa manière de pas laisser respirer les phrases, vous savez, de bégayer un petit peu, d'être dans l'hésitation, comme s'il n'était pas vraiment à l'aise. All right, look, let's be rational about this. You know, Bala and I, you know, she's a princess and I'm a soil relocation engineer, so what, you know. Et Bernard Murat, il arrive bien mieux à aller dans ce sens et à retransmettre cette partie-là du personnage. Mais en même temps, il avait déjà 25 ans d'expérience à son actif, donc on peut pas vraiment tenir la comparaison. Bon, alors du calme. Et essayons d'avoir un comportement rationnel. Alors bon, Bala et moi, bon, évidemment, elle est princesse, et moi, je suis qu'un technicien d'aménagement du sous-sol. Ce qui fait que, forcément, J'ai parlé tout à l'heure de quelques très légers ajustements de texte, inutile de dire qu'ils vont dans ce sens-là, et accentuent ce côté-là du personnage, avec un ton un peu plus ironique, et un vocabulaire plus précis. Bon, les ouvriers, rappelez-vous. Oh, ça y est, on y va. Pensez boule. Oh. Bon, les ouvriers, rappelez-vous. Ah, il va le dire. Pensez boule.
cool. Voilà. Vous savez, quand vous êtes l'enfant du milieu, dans une famille de 5 millions, on ne s'intéresse pratiquement pas à vous, c'est vrai, c'est incroyable. Vous savez, quand vous êtes l'enfant du milieu, dans une famille de 5 millions, ben, on s'intéresse pratiquement pas à vous, hein. Tout le monde s'en fout. De son côté, Daniel Lafourcade, même s'il joue quand même un héros cynique et désabusé, ça reste acquis, nous livre une interprétation plus classique, moins sophistiquée et quelque part plus accessible. Ce qui en soi est une force. Parfait, merveilleux, c'est une offre bien tentante, mais compte tenu des circonstances, vous rentrez toute seule, parce que moi, je vais à Insectopie. Parfait, merveilleux. Ah, c'est une offre bien tentante. Mais compte tenu des circonstances, vous rentrez toute seule, parce que moi, je vais à Insectopie. Daniel Lafourcade travaille un peu plus ses inflexions de voix, transmet des émotions plus marquées, des modulations de voix plus franches. Il la prend en otage. Non, pas du tout. Enfin, si, finalement, oui. Un seul pas de plus vers moi et la princesse va se trinquer. Non, pas du tout. Enfin, si, finalement. Un seul pas de plus vers moi et c'est la princesse qui trinque. Et même si on s'éloigne un peu de la VO et du côté monocorde de Woody Allen... No, I'm not. Yes, I am. Eh bien, Lafourcade en fait un personnage plus humain, ce qui est quand même un comble pour une fourmi. J'ai enfin le sentiment d'avoir trouvé ma place, oui. Et elle était exactement là où j'étais, mais la différence, c'est que cette fois, je l'ai choisie. J'ai enfin le sentiment d'avoir trouvé ma place. Elle est exactement là où j'étais, mais la différence, c'est que cette fois, je l'ai choisie. Social, putain! Alors comment choisir entre Bernard Murat et Daniel Lafourcade? Peut-être en fonction du public cible. Disons que si on considère Fourmise comme une œuvre plutôt pour les adultes, avec son héros inadapté, porte-étendard d'une critique de la hiérarchie sociale préétablie, alors Bernard Murat nous offre un héros très alénien et plus respectueux de la VO. Vous savez, j'avais l'intention de vous faire partager mes fantasmes érotiques les plus débridés, et bien, maintenant c'est fini. Mais si on considère Fourmise plutôt comme une œuvre familiale, avec un héros qui va traverser des épreuves pour conquérir le cœur de la princesse et finir par intégrer la vie de groupe, Daniel Lafourcade nous propose un héros moins guindé et plus intelligible. Je vous donne l'ordre de vous arrêter, petit ouvrier. Il a un nom, le petit ouvrier, c'est Z. Du coup, la vraie question à se poser, c'est à qui s'adresse vraiment Fourmise? Et ça, je crois que c'est une question que se pose encore DreamWorks. Parce que le film Fourmise en lui-même ne sait pas sur quel pied danser. C'est un film brouillon, balbutiant, une première œuvre qui n'a pas su décider au moment de sa conception à qui il était destiné et qui du coup a du mal à satisfaire pleinement, quel que soit son public. Avouons-le, même si on est plusieurs à le trouver sympathique, c'est pas le DreamWorks préféré de grand monde. Alors faut-il regarder la première ou la deuxième VF de Fourmise? Eh ben c'est selon vos attentes, selon ce que vous attendez du film, et selon si vous connaissez déjà un petit peu Woody Allen ou pas. En tout cas, avec sa cible pas très claire et ses images de synthèse toutes cheloues, Fourmise n'a pas réussi à se rembourser sur le sol américain, avec 90 millions de dollars de recettes pour un budget de 105 millions, même si les ventes à l'international ont compensé ces pertes-là. A l'inverse, Le Prince d'Égypte, film en animation traditionnelle, plus grand public, avec des chansons et sorti à peine 2 mois plus tard, rencontrera lui un succès plus franc. Le film fera 100 millions de dollars à domicile et 218 à l'international, pour un budget de 70 millions de patates. Aussi, Katzenberg décide de renouveler immédiatement la formule avec La Route d'Eldorado de Don Paul et Éric Bergeron. Toujours en animation traditionnelle, toujours avec des chansons, en l'occurrence de Elton John et Tim Rice qui avaient fait Le Roi Lion, et toujours une grande aventure, celle de Tulio et Miguel, deux escrocs espagnols qui décident de partir en quête de l'Eldorado, ce pays dont les rues sont pavées d'or. Objectif, récupérer les pavés, car comme le disait Jean Edernalier en mai 68, sous les pavés, la thune. La grosse thune. Voltaire avait écrit dans Candide « L'Eldorado c'est trop cool poteau », même si ma prof de français avait écrit mal formulé dans la marge. Mais l'Eldorado est-il si utopique que ça? Je vous laisse voir le film. La Route d'Eldorado a donc été doublée au studio Dubbing Brothers sous la direction de Perrette Pradier avec un casting des plus délicieux. On retrouve par exemple Jacques Frantz en roi bienveillant, Féodor Atkin en prêtre pas très bienveillant. Mais Seigneur, pourquoi avoir choisi de nous rendre visite maintenant? Assez, on ne questionne pas les dieux. Richard Darbois en conquistador espagnol et Barbara Beretta dans le rôle de Shell. Éric Bergeron, le réalisateur, fait même un petit caméo dans la VF. Mais Seigneur, quiconque désobéit à vos ordres sera puni, selon vos ordres. Quant à nos deux héros, ils sont interprétés par Vincent Ropion et Bruno Choël. Miguel et Tulio. Tulio et Miguel, puissant et magnifique Dieu. Salut. Attends, Vincent Ropion et Bruno Choël? Mais dans mes souvenirs, c'était Decaune Garcia, moi. Êtes-vous peut-être en train de vous dire « Bah ouais, mais il y a deux versions françaises, en fait. »
C'est le concept de mon émission. Miguel et Tulio. Tulio et Miguel, les puissants et magnifiques dieux. Confiant dans le futur succès de La Route d'Eldorado, DreamWorks et UIP avaient initialement prévu une sortie assez rapprochée de la sortie américaine, comme ils l'avaient fait pour Le Prince d'Égypte. Et vu le timing, ils n'avaient pas vraiment le temps de partir à la recherche de stars à booker pour la VF. Ce que regrette d'ailleurs le réalisateur Éric Bergeron dans les commentaires audio du film. Le problème, c'est que... ce qui n'est pas un problème, mais enfin bon, c'est que le film sort en même temps en Amérique qu'au Canada, donc c'est la première version étrangère faite ici, quoi. Et pour avoir les acteurs français, donc il faut les booker super tôt en avance. Et les acteurs qu'on voulait français, ils n'étaient pas libres après la sortie du film. Donc on a un groupe d'acteurs différents pour la version québécoise que pour la version française. Mine de rien, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de star dans Le Prince d'Égypte. En tout cas, cette première version française a été exploitée au Québec, où le film sortait en même temps qu'aux États-Unis, d'où l'appellation version québécoise par Éric Bergeron. En théorie, rien n'empêchait la sortie en France de ce doublage-ci quelques semaines plus tard. Sauf que le succès en salle, c'est pas une science exacte, mon petit Jeffrey. Car oui, La Route d'Eldorado s'est plantée aux États-Unis. L'accueil critique a été mitigé avec 48% sur Rotten Tomatoes. Le film est sorti en mars, donc trop tard pour les Oscars et autres récompenses, et le film a terminé sur un piteux 50 millions de dollars de recettes pour un budget de 95 millions. Même à l'international, le film n'arrivera pas à se rembourser. Autant vous dire que les gars de chez UIP, ils ont un petit peu fait dans leurs caleçons. Et ils ont donc décidé, pour limiter les dégâts, de repousser la sortie française de quelques mois, histoire de sortir à une période un peu plus porteuse, fin octobre, pendant les vacances, un mois avant Dinosaur, le traditionnel Disney de fin d'année. Et ça tombe très bien, vu que le réalisateur manquait de temps pour organiser son Star Talent. Là, il va pouvoir le faire. Oh ben ça tombe bien alors. En vrai, je sais pas si le film a été repoussé pour le Star Talent ou pour sortir à un meilleur moment. Sans doute que c'est bien tombé. Le film a donc été partiellement redoublé comme pour Fourmise. Exit donc Barbara Beretta, Vincent Ropion et Bruno Choel. Dites bonjour à Victoria Abril pour la touche hispanique, on y reviendra. Et pour nos deux héros, Decaune et Garcia. Alors pourquoi Decaune et Garcia ? Aucune putain d'idée. Je veux dire, Decaune et Garcia avaient quitté les plateaux de Nulle part ailleurs 5 ans auparavant et n'avaient jamais retravaillé ensemble depuis. Aucune compilation n'était encore sortie, le célèbre double DVD que tous vos darons ont acheté ne sortira qu'en 2004, soit 4 ans plus tard. José Garcia connaissait son propre succès de son côté, ce qui lui avait valu de faire Mulan 2 ans plus tôt, mais sans Antoine Decaune. Alors, pourquoi ? Je veux dire, des duos comiques, c'est pas ce qui manquait au début des années 2000, Cadet Olivier, Eric et Ramsey, Omar et Fred, Elie et Dieudonné, Chevalier Espalès, les Chevaliers du Fiel, même les Vampes, tiens, pourquoi pas. Et mon plombier, vous en faites quoi? Votre plombier? Ah, parlons-en. Ça fait bientôt 3 mois qu'il a fini de réparer, et vous le savez très bien. Moi je reste ici, c'est surtout pour vous, vous êtes tellement seul. Alors vraiment, pourquoi Decaune et Garcia? Eh ben le mieux, c'est peut-être de demander au réalisateur. J'ai mis 3 noms sur un papier au tout début de la production. En fait, mes noms, c'était François Cluzet, Antoine Decaune, Lambert Wilson, c'était des idées comme ça que j'avais en tête pour Tulio et Miguel. Le réalisateur avait donc sa petite liste de stars qu'il aurait bien aimé voir sur les personnages principaux. D'habitude, c'est le distributeur qui fait ce genre de choses, mais là, c'est vrai que le réalisateur est français, autant en profiter. N'empêche qu'il a proposé Antoine Decaune, pas José Garcia. Alors pourquoi UIP est allé chercher José Garcia? Il y a un Michel là-bas qui était fan de Decaune et Garcia? Excuse me, you fuck my wife! You fuck my wife! Raoul Bitambois pour vous servir! Non? Raoul Bitambois! Vas-y l'embrouille! Didier l'embrouille! Non? Bon les gars! Non, à mon avis, c'est plus simple que ça. La directrice artistique du film, rappelons-le, c'est Perrette Pradier. Elle a été la directrice artistique de bien des classiques Disney, du Roi Lion à Aladdin, de Hercule à la Petite Sirène, en passant par Mulan, avec José Garcia en Star Talent, qui s'en sortait à merveille. Ma théorie, c'est qu'au moment de proposer des Star Talent, Perrette Pradier a retenu Antoine Decaune, qui venait justement de faire un Star Talent sur Stuart Little, et qui s'en était sorti... Vinny, marche sur les mains, oui. Et on dit, cours le 100 mètres plus vite que vous ne dites à vos marques prêts, partez. Et qu'au moment de choisir son acolyte, elle a pensé à José Garcia, avec qui elle avait déjà bossé. En plus, ils se connaissent déjà, ils s'apprécient déjà, c'est cool. Peut-être même que c'est en se retrouvant sur le plateau de La Route d'Eldorado qu'ils se sont chauffés à sortir ce double DVD, Non, là, j'extrapole de ouf. Toujours est-il que le film est finalement sorti le 25 octobre 2000 en affichant fièrement sur l'affiche Antoine Decaune, José Garcia, Victoria Abril et oh,
ils ont mis Feodoratkin sur l'affiche. Et en même temps, qui ne serait pas fier d'avoir Feodoratkin à l'affiche de son film? N'empêche que jusqu'au bout, le mystère aura pesé sur quel VF allait sortir en France. Après un premier teaser très confidentiel qui montrait Patrick Poivet et Emmanuel Curtil, ce qui entre nous n'aurait jamais collé. Alors, cette évasion, ça se présente comment? Nous voilà plus riches que le roi d'Espagne. La première bande-annonce cinéma utilisait le premier doublage et les suivantes mélangeaient bizarrement les deux doublages. Nous n'avons pas de carte, nous n'avons pas de plan. Et découvrez un endroit de légende. T'es un dieu. T'es un dieu. Non, tu es un dieu. Non, toi, t'es un dieu. Mais bon, au final, la première VF sera exploitée au Québec et la VF Star en France. En théorie, l'immensité de l'océan Atlantique aurait dû faire son travail et faire en sorte que personne n'en sache jamais rien. Sauf que pas de bol, entre-temps il y a un truc qui s'est démocratisé, c'est Internet. Eh mec, c'est un truc de gueudin, la version que j'ai téléchargée toute la nuit sur Emule, et bah c'est pas les mêmes voix que la cassette que tu crois berner qui là avec cette casquette N64 qui dégueule sur le fond vert là? En plus, t'as pas besoin de faire genre « Oh, je suis trop vieux, j'ai connu Emule ». La version québécoise, elle est encore dispo sur des sites de VOD. Hein. Tu casses toujours tous mes délires. C'est chiant. Et ainsi, le monde francophone a pu découvrir l'existence de ces deux VF. Alors, que valent-elles? Voyons ça ensemble. Les deux doublages du film ont donc été dirigés au studio Dubbing Brothers sous la direction de Perrette Pradier. Ben ça, on va le savoir, vous n'arrêtez pas de me le répéter. L'adaptation française a été confiée à Luc Olivier, qui lui aussi a travaillé sur des classiques Disney comme Hercule, Le Bossu de Notre-Dame, Le Roi Lion, Pocahontas, Mulan ou encore Dinosaure. Donc il a bossé sur les deux films qui se faisaient concurrence. Malinx le lynx. Personne n'aura cette rêve. Luc Olivier signe également l'adaptation des chansons du film qui, elles, sont dirigées par Claude Lombard et Fred Taïeb qui travaillaient tous les deux beaucoup pour Disney à l'époque. Donc vous l'aurez compris, un doublage très Disney. La plupart des chansons du film sont interprétées par Bruno Pelletier qui est crédité sur le carton YouTube comme narrateur. Bon, mais admettons. Un musicien qui n'a pas beaucoup travaillé dans le doublage, c'est même sa seule œuvre dans ce domaine, mais qui a beaucoup œuvré dans le monde de la comédie musicale, puisqu'il a participé à des grands spectacles comme Starmania et Notre-Dame de Paris. Est venu le temps des cathédrales. Ta gueule! Juste ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule! C'est donc lui qui interprète la chanson d'ouverture du film, celle qui aurait dû être mise en avant si le film avait marché. Cette ville enchantée un don des divinités offertes. À moins qu'il en interprète deux. Et pour l'enfant de demain, tracez le chemin. Voire trois. Moi je crois n'importe quoi, mais surtout en toi. Attends, il fait quand même pas toutes les chansons du film. Ne dis jamais adieu. Ok, c'est pas du tout clair ce qui s'est passé là avec les chansons du film. En gros, le film comporte 5 chansons, et si on en croit la rare documentation qu'on a sur le premier doublage, eh ben Bruno Pelletier était là depuis le début. Sauf que si on regarde la première VF, bah il apparaît clair que non. Cette ville enchantée est un don des divinités offert. Mais David, il est arrivé sur le doublage en même temps que De Caunes, Garcia et Victoria Abril, peut-être pour reproduire ce qu'avait fait Patrick Fiori sur Le Prince d'Égypte. Et de fait, les chansons ont été légèrement réadaptées et réenregistrées. Entre nous, pas d'adieu. Ce n'est pas un adieu. Exception faite de C'est dur d'être un vrai dieu, la seule chanson vraiment chantée directement par les personnages du film. Je ne me sens pas très qualifié pour agir comme un petit saint. Dans le premier doublage, la chanson est interprétée par Bruno Choel et Vincent Ropion, enfin j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? De nouveau, il se prosterne. Il nous adore. Quel coup de veine. Et dans la deuxième VF, elle est interprétée par José Garcia et toujours Vincent Ropion. Antoine de Caunes n'a pas redoublé la chanson et ce n'est vraisemblablement pas Bruno Pelletier non plus. Agissons supernaturellement. Rater ça, ce serait démon. Agissons supernaturellement. Rater ça, ce serait démon. Parfaitement. Pour les autres chansons, je n'ai hélas pas réussi à identifier le chanteur de cette première VF, mais très clairement, ce n'est pas Bruno Pelletier. Et pour l'enfant de demain, tracez le chemin. Après, franchement, on n'a pas perdu au change. Hein. Le chant de Bruno Pelletier a beaucoup plus de force et de couleur. Il rend les chansons beaucoup plus entraînantes. Enfin, pour peu qu'on puisse rendre entraînantes les chansons de La Route d'Eldorado, quoi. Ce n'est pas un
un dieu. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Comme pour Fourmise, le texte de l'adaptation ne change quasiment pas entre les deux versions françaises, en dehors de quelques légers ajustements comme d'habitude. C'est toujours intéressant à noter les ajustements, et il n'y a que les redoublages qui permettent cet exercice. Ça peut passer par de simples élisions qui sonnent plus naturelles chez certains acteurs et moins chez d'autres. Et vous n'êtes pas des dieux. T'es pas un dieu. Tu n'es pas un dieu. Ou bien de légers changements de texte. Par exemple dans cette scène où le chef d'Eldorado demande au héros comment doit-on les appeler. Je suis Miguel. Et moi, c'est Tullio. On nous appelle Miguel et Tullio. Je suis Miguel. Et moi, c'est Tullio. Alors qu'on nous appelle Miguel et Tullio. Ça peut aussi être l'occasion de corriger des petites erreurs. C'est par exemple le cas dans cette scène. D'accord. Temps mort. Dans la première VF, les deux personnages font une pause dans la bagarre en disant temps mort, qui en anglais se dit time out. Et c'est vrai qu'à la première écoute de la VO, on serait tenté d'entendre time out. Time out. Sauf qu'en fait, non. Un petit coup d'œil au sous-titrage anglais nous révèle que les personnages disent en réalité « tie him up », ce qui peut se traduire par « attache-le ». Difficile de savoir si Luc Olivier s'est rendu compte de son erreur entre-temps ou si c'est sur le plateau qu'on s'est rendu compte de cette petite boulette. Toujours est-il qu'elle a été corrigée dans la deuxième VF. Attache-le. Il y a plusieurs passages dans le film où la deuxième VF fait le choix de se rapprocher de la VO. Par exemple, dans cette scène. The stars are not in position for this tribute. Like he says, stars can't do it. Not today. Dans la première VF, Luc Olivier avait choisi une petite anaphore, assez bien trouvée du reste. Les étoiles n'ont pas la position pour cet hommage. Comme il dit, pas d'étoiles, pas question. Pas aujourd'hui. Mais collant sans doute un peu moins à l'ironie d'Antoine Decaune sur la deuxième VF, qui a donc sacrifié l'anaphore pour une littéralité un peu plus comique. Les étoiles ne sont pas en position pour cet hommage. Comme il dit, les étoiles, hors de question. Non, pas aujourd'hui. Bon, je vais pas parler de tous les changements, d'autant que j'en aurais sans doute oublié. Retenez juste que globalement, l'adaptation de Luc Olivier est une réussite, avec quelques jolies trouvailles. S'il croit que je suis un dieu, je suis leur homme. Well, this is fairly important stuff. I should discuss the entire blood issue right away. Excuse us, won't you? Let's go. C'est d'une importance capitale. La question sera tranchée à 100%. Nous allons en parler. Excuse-nous. Tu veux bien? Allez. Mais aussi quelques faiblesses. Nous devons libérer notre extraordinaire et terrifiant pouvoir. Et tu ne désires pas ça. Mais si, nous le voulons. Tu le veux? Eh oui, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans ma vidéo sur les Monty Python, mais pour qu'une opposition marche et qu'il y ait décalage, dramatique ou comique... C'était pas mal comme j'ai fait arriver, non? Pas mal. Il faut que les deux interlocuteurs utilisent les mêmes termes, le même mot précisément. Oh, chef, ne parlons plus de ces cordes. C'est une erreur. Eh oui, l'erreur est humaine. Sinon, ça marche moins bien. L'effet n'est pas du tout le même. Ne parlons plus de ces cordes. C'est ma faute. Eh oui, l'erreur est humaine. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Non, c'est pas ça du tout. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'adaptation. Alors parlons maintenant du casting vocal. Miguel et Tullio, nos deux héros, sont interprétés dans la première VF par Vincent Ropion et Bruno Choel. Attends une minute, nouveau plan. Nous trouvons la cité de l'or. Nous prenons cet or, et puis nous repartons en Espagne. Et nous achetons l'Espagne. Ouais. Voilà ce que j'aime. En avant, Tullio. Et suivons le chemin. Attends, c'est Bruno Choel sur Tullio et Vincent Ropion sur Miguel? C'est marrant, moi j'aurais fait l'inverse plutôt, non? Dans la mesure où Tullio est le séducteur de ces dames, un rôle que Ropion faisait déjà dans Nicky Larson, et Miguel, un idéaliste un peu naïf, un genre de personnage avec lequel Choel nous a depuis montré son aisance. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, Bruno Choel, c'était pas la voix hyper connue qu'il est aujourd'hui. Il avait fait quelques mois plus tôt son premier Johnny Depp avec Sleepy Hollow, commençait à se faire remarquer sur Ewan McGregor depuis La Menace Fantôme, et son dernier grand rôle en date, c'était Commode dans Gladiator. Un personnage plutôt pas commode. Je vous laisse quelques secondes pour que vous ayez le temps de rire. Voilà. Dans la deuxième VF, ils ont donc été remplacés par Antoine Decaune et José Garcia. Attends une minute, nouveau plan. Nous trouvons la cité de l'or. Nous prenons cet or. Et puis, nous repartons en Espagne. Et nous achetons l'Espagne.
Ouais. Voilà ce que j'aime. En avant, Tullio, et suivons le chemin. Chacun de ces deux duos a ses forces et ses faiblesses. Dans le cas de notre duo de stars, la force s'appelle José Garcia et la faiblesse Antoine Decaune. Oh, comme c'est vilain. Oui, peut-être, mais franchement, c'est la vérité. D'un côté, on a José Garcia, un acteur formé au cours Florent, par ni plus ni moins que Francis Huster, et très à l'aise avec les personnages exubérants. Il sait en faire des tonnes, donner beaucoup d'énergie, peut très vite se mettre le public dans sa poche. Il a d'ailleurs longtemps été chauffeur de salle. Ce sont des qualités très utiles dans le doublage, et notamment dans du doublage de dessins animés, où il faut en faire encore plus. Et d'ailleurs, comme on l'a dit un peu avant, il avait œuvré 2 ans plus tôt sur le film d'animation Mulan, où il s'était illustré par sa présence et son énergie dans le rôle de Mouchou. Oh, tu m'as filé la plus grande pétoche de ma vie, là. Allez, flanque-moi la frousse! Ah, le voilà, mon guerrier sanguinaire, hein, c'est tout à fait ce que je voulais. D'autre côté, on a Antoine Decaune qui... est un animateur télé. C'est pas un jugement de valeur quand je dis ça, j'ai beaucoup d'affection pour Antoine Decaune et son travail, enfin une grande majorité de son travail, mais il n'empêche qu'il n'a aucune formation de comédien et aucune expérience dans le doublage. Il a fait Stuart Little quand même. Oui, c'est vrai qu'il a fait Stuart Little l'année précédente, et c'est vrai qu'il était tellement bon dans ce film. Vous avez menti et triché. Oui. Et vous m'avez enlevé au Little quand on commençait à être si heureux ensemble. Oui. C'est formidable! Non. Alors après, on peut toujours se débrouiller avec des non-comédiens, notamment en leur donnant des rôles qui leur ressemblent. On peut penser par exemple à Aurel San, qui n'a pas de formation de comédien non plus, mais à qui on a confié au fil du temps des rôles qui lui correspondent, y compris dans le doublage avec le personnage de Saitama. En gros, on demande aux stars de jouer ce qu'ils savent jouer. Et le truc, c'est qu'Antoine Decaune, il sait pas tout jouer. Stuart Little, bon, c'est un personnage peu expressif, en image de synthèse à une époque de balbutiement, il avait une grosse marge d'erreur, et il était pourtant déjà pas très bon. Alors imaginez sur un personnage très expressif comme ceux des films d'animation DreamWorks. Et le résultat, c'est qu'on a quelques scènes un peu fausses. Par exemple, dans cette petite scène, le timing comique repose sur le passage soudain de Miguel du scepticisme à l'enthousiasme. Un timing que le duo Choël-Ropion gère très bien. Great, sensational. And that's your plan, is it? That's pretty much it? Well, I like it. So, how do we get on deck? Génial, sensationnel. Et ça, c'est ton plan, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Bien, je suis d'accord. Alors, comment on sort d'ici? Le truc, c'est qu'Antoine Decaune, il sait pas tellement jouer l'enthousiasme. Et du coup, la blague tombe complètement à plat et n'est rattrapée que par le décalage visuel que la voix ne suit pas du tout, hélas. Géant, sensationnel, et ça c'est ton plan, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Bien, je suis d'accord. Alors comment on sort d'ici? Dans le même genre, Antoine Decaune n'est pas très à l'aise avec les scènes d'émotion, que ce soit les moments de bravoure de Miguel. Il n'y aura pas de sacrifice, ni maintenant, ni jamais. Disparaître. Il n'y aura pas de sacrifice, ni maintenant, ni jamais. Disparaître. Ou les monologues un peu solennels, désespérés. Mon regret à moi, à part mourir, est que notre extraordinaire aventure est finie avant d'avoir commencé, que personne ne se souviendra de nous. Mon regret à moi, à part mourir, est que notre extraordinaire aventure est finie avant d'avoir commencé et que personne ne se souviendra de nous. Decaune ne sait pas vraiment bien jouer l'émotion en fait. Par contre, il maîtrise assez bien l'ironie. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que nous soyons dans des tonneaux. C'est tout ce que je peux affirmer pour l'instant. Le côté calme, moqueur, ça c'est plus dans ses cordes. Et du coup, il y a quelques scènes où Decaune est plus dans le ton et même, oserais-je le dire, plus malicieux que Ropion. Tu sais, poudre, pépites, briques, un temple d'or où tu peux cueillir l'or à même les murs. Mais ça ne t'intéresse pas, hein. Alors reprenons la barque et ramons jusqu'en Espagne. Ça nous a si bien réussi jusqu'à présent. Si tu sais, poudre, pépites, briques, un temple d'or, où tu peux cueillir l'or à même les murs. Mais bon, ça ne t'intéresse pas. Alors écoute, reprenons la barque et ramons jusqu'en Espagne. Hein, ça nous a si bien réussi jusqu'à présent. Attends. Parce que c'est ce genre de personnage, ce genre d'émotions avec lesquelles Antoine Decaune est à l'aise. Et c'est pas pour rien que le studio Xylam lui confiera le personnage de Lucky Luke l'année suivante. Un cow-boy solitaire, avare en émotions et en paroles inutiles, avec un sens du bon mot, ça, oui, il peut le jouer à peu près correctement. Ça vous amuse de leur vendre de l'eau au prix du champagne? Bah quoi? Je paye en liquide. Irrésistible. Alors j'ai beaucoup parlé d'Antoine Decaune et je vais pas m'étendre énormément sur José Garcia parce que... il est aussi bon que dans Mulan, quoi. Il est bien en énergie, il est bien synchro, il gère bien les décalages comiques, il est juste, puis il s'amuse, quoi.
Et ça s'entend énormément. Oh, grand problème, oh. Oh. Écoute, non, mon cœur, j'ai un sérieux dilemme. Je marche sur un fil de rasoir. D'un côté, il y a l'or, et de l'autre, une douloureuse et sanglante plantade. Je ne peux m'offrir aucune distraction. Je suis désolé. Sincèrement désolé. Du côté du duo Choël-Ropion, c'est plus équilibré. Les deux comédiens savent faire du doublage, ça n'étonnera personne, et sont généralement plus justes et plus dans le ton d'un dessin animé. Ils savent mieux gérer le timing comique et le côté grandiloquent, cartoonesque de certaines scènes. Elle est waouh, elle est dangereuse. Attends une seconde. Elle est wow. Wow, elle est dangereuse. Attends une seconde. Mais il y a quand même quelques passages où je trouve nos deux comédiens chevronnés un peu trop mécanique, face à un Star Talent un peu plus organique. Mais comme aujourd'hui j'ai le cœur généreux, je te donne ma part. Tu ne crois pas que Cortés aurait pu venir ici avant nous Et quoi? Emporter tous les gros cailloux? La canaille. Mais comme aujourd'hui je me sens généreux, je te donne ma part. Tu ne crois pas que Cortés aurait pu venir avant nous ici Et il a emporté tous les gros cailloux. La canaille. Par contre, clairement, Ropion est meilleur que Decaune. J'ai déjà mis plusieurs extraits qui l'illustrent bien, mais je peux en remettre quelques-uns pour le plaisir. Fantastique! Où est-ce? C'est loin? Juste ici. Où? Ici. Derrière ce rocher? Non, nous y sommes. Donne-moi ça. Oh, fantastique! Ouais, c'est loin. Juste ici. Derrière ce rocher. Non, nous y sommes. Donne-moi ça. De manière générale, Ropion est plus juste, plus dans le ton et plus à l'aise avec les ruptures comiques. Mais il y a parfois quelques scènes de mélancolie où Decaune se défend. Oh, non, hors de question. Je dois repartir avec Tullio. Nous sommes associés. Grand projet dans l'autre monde. Oui, grand projet. Oh non, hors de question. Je dois repartir avec Tullio. Nous sommes associés. Grand projet dans l'autre monde. Ouais, grand projet. Terminons ce tour d'horizon avec le personnage de Chell. Chell, c'est donc une habitante de la cité d'Eldorado qui a vu Claire dans le jeu de Tullio et Miguel et qui va les faire chanter en échange de son silence tout en les aidant à ne pas se faire démasquer. Vous croyez que vous êtes les seuls à rêver d'une vie merveilleuse et d'aventure? Vous avez vos raisons et j'ai les miennes. Ne faisons pas de sentiments. Pensons business. Dans la première VF, elle est doublée par Barbara Beretta, la voix de Bryce Dallas Howard et Gemma Arterton, et dans la deuxième VF, par Victoria Abril. Ou devrais-je dire Victoria Abril. Vous croyez que vous êtes les seuls à rêver d'une vie merveilleuse et d'aventure? Vous avez vos raisons et j'ai les miennes. Ne faisons pas des sentiments. Pensons business. Victoria Abril, si vous ne la connaissez pas, est une actrice madrilène qui a travaillé notamment à la télévision espagnole, mais aussi et surtout au cinéma, dans des rôles pas faciles, notamment chez Vicente Aranda et Pedro Almodóvar. Ah ouais, quand même. Des rôles qui lui apporteront un grand succès critique et plusieurs prix au Goya, c'est les Césars espagnols. À côté de ça, elle va commencer à faire des apparitions de ci de là dans des productions françaises plus ou moins fauchées, comme Mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu de Max Pécasse. Passer de Pedro Almodóvar à Max Pécasse... D'ailleurs, en parlant de Mieux vaut bidule truc, vous pouvez y croiser Éric Legrand. Oh, je ne m'attendais plus. Cette anecdote sans intérêt vous était présentée par le tableau mémo à pince Corsmont. Vous savez, c'est le truc toujours en solde à Ikea. Franchement, qui voudrait acheter ça? Et du coup, au fil des années, et en parallèle de sa glorieuse carrière espagnole, elle va continuer son petit bonhomme de chemin en France grâce à sa maîtrise parfaite de la langue française couplée à son accent madrilène tout à fait charmant. Et c'est sans doute pour cette petite touche hispanique qu'elle a été choisie pour interpréter Chell dans La Route d'Eldorado. Ce qui est complètement con, puisque dans l'histoire, c'est Tullio et Miguel qui sont espagnols et pas Chell. Oh putain, oui. Bon alors je sais que c'est le choix de casting du réalisateur et de son chef animateur, que c'était celle qui voulait dès le départ et qu'on doit respecter la volonté des réalisateurs. Bibon et moi on était très contents d'avoir Victoria Abril pour la version française, vu que c'était notre premier choix, quoi. C'était vraiment la personne à qui on avait pensé pour le personnage. Pour Chell, on n'avait qu'une idée, quoi. C'était Victoria Abril ou rien, quoi. Et elle a accepté, et merci beaucoup. Il n'empêche que je trouve ce choix de casting claqué au sol. Claqué? Claqué au sol.
Où on passera sur le gros amalgame culturel latino-hispano-sud-américain. C'est peu probable que les natifs aztèques aient un accent espagnol. Mais surtout, quand bien même on se dirait, ouais, c'est marrant, ils sont dans une cité d'Amérique du Sud et la fille du coin, elle a un accent. En plus, en VO, c'est Rosie Perez. Bon, elle est née à Brooklyn, mais ses parents sont portoricains. Alors c'est rigolo, parce que je m'enfonce là, je m'enfonce de fou. Oui, mais j'ai compris l'idée. On est dans un lieu exotique. Tiens, voilà une touche d'exotisme. Oui, sauf que ni Jacques Franz qui fait le chef de la cité, ni Féodor Atkin qui fait le grand prêtre Tsekelkan, ni même son serviteur, bref, personne d'autre n'a d'accent dans cette histoire. C'est complètement con d'en filer un à une Eldoradine, mais pas aux autres. Ça brise en 1000 morceaux à diégèse. Je dis pas que c'est grave, je dis même pas que c'est problématique, c'est juste con. C'est un peu comme Sergi Lopez dans le labyrinthe de Pan. Ça fait moins de 20 minutes. Ils sont partis précipitamment. Il se double lui-même dans la VF, ce qui est tout à son honneur, mais du coup ça devient le seul mec en pleine Espagne franquiste à parler avec un accent espagnol au beau milieu de ses compatriotes, tout autant espagnol que lui, mais s'exprimant dans un français impeccable. Que contenaient les wagons qu'ils ont attaqués? Ils n'ont pas ouvert un seul wagon, capitaine. Mais qu'est-ce que vous me racontez comme conneries? Tout ce foutoir pour rien, ils n'ont pas ouvert un seul des wagons. On veut bien faire, on croit avoir l'idée de casting du siècle, mais au final, c'est quand même pas bien mal. Maintenant, pour parler de la performance en elle-même, je dirais que les deux se valent à peu près. Barbara Beretta campe une Shell plus juvénile, plus légère, une jeune fille qui veut quitter cette cage dorée, là où Victoria Abril joue une Shell plus... suave. Peut-être est-ce par son timbre plus grave que celui de Barbara Beretta, ou bien tout simplement parce qu'elle met plus de chaleur dans sa voix, mais elle a un côté plus espiègle, plus enjôleuse et plus friponne que la Shell de Barbara Beretta. Oh non, ne vous en faites pas, mes chéris. Mon seul désir est de servir les dieux. Vous vous rappelez? Oh, ne vous en faites pas, mes biquets. Mon seul désir est de servir les dieux. Vous vous rappelez? Eh bien, si vous voulez l'or et éviter de vous faire prendre, d'accord? Vous aurez besoin de mon aide. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on a besoin de ton aide? T'es pas sérieux? Eh bien, si vous voulez l'or et éviter de vous faire prendre, d'accord? Vous aurez besoin de mon aide. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on a besoin de toi? Tu es sérieux? Après bon, encore une fois, c'est un film DreamWorks et il est parfois compliqué de savoir à qui s'adresse le film entre son message un peu naïf et ses sous-entendus carrément graveleux. Eh, mais ça baise un max! Alors, au final, et c'était attendu et tout le monde savait que la chronique allait se terminer là-dessus, quel VF de la route d'Eldorado faut-il regarder? Les deux? Les deux. Les deux. Les deux, c'est bien. La première VF est généralement plus juste, là où la deuxième est parfois plus bancale, mais la première a des chansons moins réussies et un Bruno Choel moins organique que José Garcia. La deuxième VF a une Shell plus sensuelle, mais un Miguel un peu aux fraises. Chacune a ses qualités et ses défauts, mais surtout chacune a son truc bien à elle. Par exemple, la scène de fausse bagarre organisée par Miguel et Tullio pour s'enfuir d'une situation compliquée. Quoi? Tu m'as refilé des dés truqués? Il m'a refilé des dés truqués! Garde, arrêtez cet homme! Quoi? Tu m'as refilé des dés truqués? Il m'a refilé des dés truqués! Garde, arrêtez cet homme! Chacun des deux binômes le joue à sa sauce, de manière outrancière vu qu'on est dans la représentation théâtrale, mais chacun avec ses petites subtilités. Le duo Choel-Ropion joue sur des intonations très marquées, très cartoonesques, un peu fortes, et affiche directement la supercherie. Arrêtez-le! Il a floué ses marins et volé leur argent. Oh, alors c'est moi le voleur? Oui. Regarde-toi dans une glace, camarade! Le duo de Cône Garcia, de son côté, joue de manière plus théâtrale, en accentuant les inspirations, les intentions, et brouille les pistes sur la véracité de la dispute. Oh, toi, tu as intérêt à leur rendre leur argent ou je... Regarde! Regarde toi-même! Je vais te faire l'honneur de t'offrir la plus rapide des... morts! Mais pas avec ça. Oh, je préfère le combat à la loyale. En somme, le premier doublage est plus cirque, quand le deuxième est plus guignol. Je sais, c'est subtil, mais ça a suffisamment de caractère pour que je vous encourage à regarder les deux. Même si je me doute que, comme souvent, votre préférence ira à celle que vous avez écoutée en premier. Pendant que la route d'Eldorado se préparait gentiment à bider en France, les États-Unis sortaient sur leurs écrans Chicken Run, une réalisation des studios anglais Hardman de Peter Lord et Nick Park, les créateurs de Wallace et Gromit, sortie à la fin du mois de juin et donc produite par DreamWorks SKG. Produite, ça veut juste dire qu'ils ont mis la thune et encadré le projet. Non, je pense que c'est pas mal de le repréciser parce que c'est pas clair pour tout le monde. Chicken Run, c'est donc une sorte de La Grande Évasion, mais avec des poules. Des poules qui cherchent à s'évader de leur camp où elles sont condamnées à pondre jusqu'à la fin de leur vie. Ces tentatives d'évasion, menées par une rebelle du nom de Ginger, se sont pour l'instant soldées par des échecs, mais peut-être que l'arrivée au camp de Rocky le coq volant va changer la donne. Chef-d'œuvre.
Je veux rien entendre, chef-d'œuvre. Et autant personne n'en avait rien à foutre de la route d'Eldorado, Je suis désolé, mais j'ai épluché la presse de l'époque. Personne n'en avait rien à foutre. Autant Chicken Run était attendu de pied ferme par les milieux cinéphiles et par le grand public. En l'occurrence, ils ont fait la couverture de Time Magazine. Est-ce que la route d'Eldorado a fait la couverture de Time Magazine? Je ne pense pas, non. Premier long métrage des studios Hardman, déjà connu et reconnu internationalement pour leur pub pour les céréales Witos, déjà connu et reconnu internationalement pour leur série de courts-métrages Wallace et Gromit, lauréat et grand vainqueur de nombreux trophées. Autant dire que leur premier long métrage, justement modelé par les créateurs de Wallace et Gromit, était attendu de pied ferme. Et à cette occasion, on a réuni pour la VF un casting de choix. Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis dans le rôle de Rocky. Le voyage, c'est ma seconde nature, les filles. La cour de ferme, j'ai essayé aussi, c'est pas pour moi. Enfin, j'ai jamais réussi à m'y faire. C'est les majolés. Dorothée Gemma, la voix de Jennifer Aniston dans le rôle de Ginger. Mais vous ne voyez donc pas que le temps presse et nous n'avons même pas encore quitté le sol. Michel Prudhomme, la voix de John Cleese dans le rôle du colonel Fowler, sans oublier Evelyne Grandjean, Patrick Préjean, Éric Métayer, Gérard Hernandez, bref, la crème du doublage de l'époque. C'est comme ça qu'on décroche des médailles. Oh, on en a assez. La ferme avec tes stupides médailles à la noix. Sauf qu'en France, on l'a jamais eu cette VF là en fait. Nous, on a eu Gérard Depardieu, Josiane Balasco, c'est même écrit sur ma VHS, regardez. Vous, ça vous a pris combien? Combien de quoi? De temps pour apprendre à voler. Mélange pas les torchons et les serviettes, cocotte. Moi, je suis doué, elle, non. Y a pas photo. Chicken Run est indéniablement le cas le plus complexe de cette trilogie. Ici, il n'est pas question d'indisponibilité d'un comédien ou de léger redoublage pour avoir des stars. Non, là, ce sont bel et bien deux doublages radicalement différents qui ont été commandés à quelques mois d'écart. Avec un casting entièrement différent et des textes entièrement différents, y compris jusque dans les noms des personnages. Oh, ces poulettes, elles sont géniales. Et t'as vu ce que Babs m'a offert? Un bonnet à bec. C'est-tu pas mignon? Et cette bonne fille? Oh, elle connaît des blagues à la peine. Tes copines sont super chouettes. Regarde ce qu'elle m'a tricoté, Babette. Un couvre-bec pour l'hiver. C'est pas mignon. Et la Bernadette? Oh, elle a une pêche d'enfer, la Bernadette. Alors, comment en est-on arrivé là? Très difficile à dire. À vrai dire, même les gens qui ont bossé dessus n'en savent pas grand-chose. J'ai interviewé deux comédiens de la première équipe et ils m'ont confirmé qu'à l'époque, il était bien prévu que leur doublage soit diffusé en France et ils ont découvert leur remplacement par des stars au tout dernier moment. Du côté de la deuxième équipe, c'est pas beaucoup mieux. J'ai littéralement appris à une des comédiennes qu'elle faisait partie d'une deuxième équipe. Encore un doublage rapide pour une sortie québécoise? Non, très clairement, ce doublage était prévu pour un public français et personne n'a imaginé dans l'équipe que ce serait distribué au Québec. Un redoublage commandé pour faire appel à des stars? Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir refait les textes et la figuration? Il suffisait de faire un léger redoublage sur les persos principaux, comme ça avait été fait sur la route d'Eldorado. Ce redoublage a longtemps été un grand mystère que je crois avoir aujourd'hui percé à jour. Et pour le comprendre, il faut rappeler que Chicken Run n'est pas qu'une simple production DreamWorks comme Fourmise et la route d'Eldorado, mais bien une coproduction avec un deuxième producteur, Pathé. Difficile de savoir qui a participé à hauteur de combien dans cette histoire et difficile de savoir qui s'est occupé de quoi au niveau de la distribution. Si j'en crois Allociné, Première et le dossier de presse de l'époque, c'est Pathé qui assure la distribution cinéma et vidéo en France. Comme l'atteste le logo Pathé au début du film, puis après le logo Hardman, l'inscription Pathé, puis In Association with DreamWorks Pictures Presents. Sauf qu'en fait, c'est pas si clair. Si j'en crois IMDb, après avoir démêlé les milliards de boîtes de distribution qui ont géré le film, qu'est-ce que c'est que ce bordel? il a bel et bien été question à un moment ou à un autre que ce soit UIP et donc DreamWorks qui s'occupent de la sortie cinéma comme aux États-Unis. Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai mis la main sur le Blu-ray américain de Chicken Run et c'est pas tout à fait la même chose. Pas de logo Pathé, mais genre pas du tout, même pas de logo Hardman, juste le logo DreamWorks, puis DreamWorks Pictures, In Association with Pathé Presents. Ils ont inversé l'ordre d'apparition des noms. Ça peut avoir l'air de rien comme ça, et d'ailleurs c'est peut-être rien en effet, mais pour moi qui commence à connaître le monde des distributeurs, j'y vois un comportement particulièrement mesquin. Ce qui, de fait, laisse entrevoir les raisons possibles de ce redoublage. Ma théorie, c'est que c'est bel et bien UIP, donc DreamWorks, qui a commandé le premier doublage de Chicken Run, sans doute pour une sortie française en vidéo, on en reparlera. Une impression confirmée par la présence d'une bande-annonce du film dans la cassette du Prince d'Égypte, à côté de celle un peu bizarre de la route d'Eldorado dont on a parlé tout à l'heure. Voilà ce qu'on va faire.
On va se tirer. Avec Rocky. Qui êtes-vous? Où suis-je? Qu'est-ce que... Oh. À l'époque, le film s'appelait encore Ginger et Rocky et avait, comme pour La Route d'Eldorado, des voix temporaires qui n'ont pas été gardées, notamment celle de Emmanuel Jacomi. Ah oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas, je vous apprendrai tout ce que je sais. Les deux bandes annonces étaient vraiment collées l'une à l'autre, ce qui me conforte dans l'idée que c'était bel et bien DreamWorks qui devait initialement s'occuper de la distribution du film en France. La Route d'Eldorado et Ginger et Rocky, deux films d'animation produits par DreamWorks. Ils ont signé un doublage sobre, sans star talent, ils l'ont enregistré, monté, mixé, finalisé. Et là, entre en scène Pathé. Je sais pas s'ils ont acquis les droits de diffusion du film en cours de route ou s'ils ont juste rappelé à DreamWorks que c'était à eux de s'en occuper. Toujours est-il que dans les faits, ce sont bel et bien eux qui ont distribué le film en France, du cinéma en décembre 2000 jusqu'au Blu-ray il y a quelques années. Alors vous allez me dire, DreamWorks pouvait bien donner à Pathé leur doublage fini. Surtout quand on est gentil, on prête ses jouets. Et puis si Pathé veut refaire un Star Talent à partir des fichiers d'origine, ils peuvent le faire, hein. UIP l'avait bien fait avec La Route d'Eldorado. Sauf que quand les distributeurs sont concurrents, ou tout simplement qu'ils s'aiment pas, ils les lâchent pas comme ça les doublages. Ils les font payer. Et très cher. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi le Blu-ray The Boys ne contenait pas la VF? Pourquoi Vinland Saga avait 2 doublages? Pourquoi le luxueux coffret Blu-ray Evangelion de chez Dybex ne proposait pas la VF Netflix, pourtant très appréciée? Parce que les distributeurs, ils gardent leur doublage pour eux. Ou alors ils le revendent très cher, tellement cher que certains éditeurs trouvent plus rentable de refaire un doublage maison. Chacun de chez soi et les poulets seront bien gardés. Donc ma théorie, c'est que quand Pathé a repris le bébé et a voulu mettre quelques stars dans son casting, DreamWorks a dit: ah ouais? Eh ben si c'est comme ça, nous on garde notre doublage. Si t'es pas content, t'as qu'à faire le tien. Nous on s'en fout, on va l'utiliser au Canada, tiens, ils seront bien contents. Voilà qui expliquerait pourquoi le texte a dû être intégralement réécrit, car protégé par des droits d'auteur, pourquoi tout aurait été réenregistré, des ambiances aux voix principales, et pourquoi le budget accordé aux deux équipes n'est clairement pas le même. Donc pour une fois, ce n'est pas la faute d'un patron cocaïné, simplement d'un imbroglio de distributeur. Ah bah voilà, quand même. Bon. Ouais, enfin fais pas trop le malin, parce que t'as quand même paumé la première VF de Shrek, hein. Alors t'es gentil, tu restes mort. Donc vous vous en doutez, il va y avoir beaucoup plus de choses à dire sur les deux VF de Chicken Run. Textes différents, noms différents, comédiens différents et budget différent. La première version française, que j'appellerais la VF Poivet par la suite, a été enregistrée au studio Dubbing Brothers sous la direction de la regrettée Nathalie Rimbaud. Elle avait déjà dirigé Mille et une pattes et Anastasia chez la concurrence et dirigera plus tard la VF de Shrek. Les textes de la première VF sont signés de Philippe Vidcock, à qui on doit d'excellentes adaptations comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Le voyage de Chihiro, Aladdin, Toy Story, Les noces funèbres, bref, le gars, c'est une pointure. Mais du côté de l'autre équipe, c'est aussi des pointures. Jean-Pierre Carasso, célèbre traducteur littéraire et auteur entre autres des textes français de Porco Rosso, co-signe la deuxième VF ou VF Star, aux côtés de Jean-Marc Pantier qui assure aussi la direction artistique. Jean-Marc Pantier à l'époque c'est Porco Rosso, mais c'est aussi The Mask, Ace Ventura, Princesse Mononoke, Tout sur ma mère, American Pie et aussi les textes français de Pulp Fiction. Ouais, y a pire comme CV. On est les cadors. Ok, alors on est les cadors. On est les cadors. Admettons. On est les cadors. Oui. Commençons par les textes justement. Deux pointures du métier, deux cadors. On est les cadors. Ok. On est les cadors. Admettons. Et pourtant, il y a une adaptation qui est clairement meilleure que l'autre. Ce qui m'a frappé d'emblée quand j'ai découvert la VF Poivet, c'est à quel point les textes étaient appauvris par rapport à la VF Star. Je sais, appauvri c'est méchant comme mot, mais franchement c'est réaliste. L'adaptation de Philippe Vidcock passe à côté de beaucoup de substances de la version originale, contrairement à celle de Jean-Marc Pantier qui comprend mieux les intentions, les retranscrit avec justesse et va parfois jusqu'à les étoffer. Par exemple, un truc qui revient souvent dans le film, c'est les trucs qui reviennent souvent. J'entends par là qu'il y a énormément de gimmicks dans le film. Des expressions, des tics vocaux, des phrases un peu toutes faites, du comique de répétition, qui sont conçus pour revenir tout au long du film. Par exemple, le colonel Poulard, ou Fowler en VO, dit régulièrement « what what ». Quelque chose qu'on pourrait traduire naturellement par « quoi », ce que fait la VF Star. Un peu de discipline dans les rangs, quoi. Un peu de discipline, quoi. Faire. Malheureusement, la VF Poivet passe complètement à côté de ce quoi et de tout cet aspect-là du film. Discipline et concentration, d'abord marche. Un peu de discipline sans perdre les popettes.
Bon, ici c'est un petit truc léger, mais parfois ça peut impacter directement la narration du film. Par exemple, un enjeu émotionnel du film, c'est que Rocky traite Ginger avec condescendance, avec des petits surnoms. Le monde est cruel, ma cocotte. Tout vient à point à qui sait attendre, cocotte. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Rocky est sur le coup, cocotte. Ce que Ginger corrige invariablement en rappelant son nom. N'oublie pas notre accord, cocotte. Je m'appelle Ginger. Ginger! Ginger! Merci. Ce qui fait que quand une relation de confiance s'établit entre eux, Rocky finit par enfin l'appeler par son prénom, ce qui la touche. Bonne nuit, Rocky. Bonne nuit, Ginger. Donc ça a un sens de garder tous ces gimmicks, c'est pas juste pour l'intelligence du texte. Même si de fait le texte est plus intelligent. A l'inverse, le texte de Philippe Vidcock rend cette scène moins évidente, puisqu'il n'a pas repris cette répétition. Ni dans la première scène où Ginger l'interrompt avant même qu'il ait commencé à parler. Il est peut-être temps d'agir. Mon nom est Ginger. Ni dans la deuxième où il l'oublie complètement. Dors bien, mon lapin. Le Rox se charge du reste. Je suis pas un lapin. Ok. Du coup c'est terrible, mais c'est directement la narration de cette scène qui en pâtit. Une narration qui en plus se poursuit une scène plus tard, quand Ginger a une réminiscence de Rocky. Continue, Babette, beau travail. À ton service, ma cocotte. Bravo, Babs, continue comme ça. Aucun problème, ma poulette. Je sais, vous dites que je chipote, que ça a l'air de rien comme ça, mais ces trucs, ces gimmicks, eh ben c'est ce qui caractérise en partie le film. De la même manière, Rocky se définit comme un Lone Free Ranger. The Lone Free Ranger. Un surnom qui va revenir plusieurs fois. I care about what happens to them. Something I wouldn't expect a Lone Free Ranger to know anything about. Du coup, la VF Star crée un nouveau gimmick. Le cock-boy, libre et solitaire. Et le relance lui aussi plusieurs fois. Je suis inquiète pour elle parce que je les aime. J'imagine qu'on ne peut pas demander à un cock-boy solitaire de comprendre ces choses-là. Alors que la première VF, dans la scène où Rocky se présente, propose... Autant on emporte le coq. Ouais, c'est dit pas génial. Oh la vache, mais c'est nul. Alors déjà oui, effectivement c'est nul, c'est même nul à chier, mais surtout ça ne revient pas derrière. Je les protège parce que je les aime, et je ne m'attends pas à ce qu'un acrobate de cirque y comprenne quoi que ce soit. Et en vrai c'est con, parce que je suis sûr que les Québécois, ils auraient parfaitement compris cockboy. Globalement, je trouve que l'adaptation de Philippe Vidcock manque parfois d'intelligence et d'approfondissement. Par exemple, il est passé à côté d'un foreshadowing, c'est-à-dire le fait de glisser discrètement un indice sur la suite du film. Dans cette scène, en version originale... No, not in there. No. Get out. Gotta get... Le Not in There est un indice sur le fait qu'il est en réalité propulsé par un canon. Un indice qui, encore une fois, est bien retransmis dans la VF Star. Pas dans le noir, non, pas là-dedans. Non, je veux sortir. Sauf que là encore, dans la VF Poivet, on passe à côté. Non, pas ici. Non, j'ai pas le temps, je dois y aller. Je sais, une fois de plus, c'est pas grand-chose, mais ça souligne un manque de fignolage de la part de Philippe Vidcock. En dehors de quelques petites trouvailles... Mais il vaut rien, votre blé. Et quelques clins d'œil malicieux... Je vous demande de vous arrêter. 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 Un certain nombre de répliques ont des tournures assez maladroites et pas très orales, genre... De toute ma vie, je n'avais jamais entendu d'aussi fantastique Calambre d'Aine. Oui, allô? Calambre d'Aine? Quoi c'est ça, Calambre d'Aine? Y'a personne qui dit ça, Calambre d'Aine! Merci Alex. Voilà, donc on a maintenant la confirmation que ce doublage n'était pas prévu pour le Québec à la base. Je comprends vraiment pas comment Philippe Vidcock a fait pour être aussi peu inspiré par ce film. C'est quand même quelqu'un qui signe des textes assez pointus et bien trouvés. Il faut vraiment qu'on réussisse. Il nous donnera peut-être des saucisses. Bon ok, pas toujours. Saucisses! C'est quand même quelqu'un de très talentueux. Après vous savez ce qu'on dit, hein, quand quelqu'un de talentueux sort un truc assez moyen, c'est généralement qu'on lui a pas laissé le temps de bosser. Et que donc ce serait encore une fois un problème de budget. On y reviendra. Il faut aussi qu'on parle du couple Tweedy, car en effet, dans la première VF, il se vouvoie. Vous vous faites des idées, monsieur Tweedy. Vous avez intérêt à vous le répéter, parce que je ne veux plus entendre un seul mot à ce sujet. Et dans la deuxième, il se tutoie. Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Tu ferais bien de te le mettre dans le crâne, parce que je ne veux plus jamais en entendre parler. Est-ce que c'est clair? Compliqué comme situation. Dans la version originale anglaise, où rappelons-le, la notion de tu et de vous n'existe pas, ils s'appellent entre eux Mr. Tweedy et Mrs. Tweedy.
Il faut y voir une représentation d'un couple de fermiers de l'après-guerre. Pas de télévision, pas d'écran, une calculatrice d'un autre temps, une vieille radio et une machine à tourte assez archaïque présentée comme le dernier modèle. Clairement, on est dans les années 60. Une époque où on arrangeait encore des mariages entre familles pour mettre en commun des propriétés, un patrimoine, du matériel. Donc on imagine assez bien un couple uni plus par intérêt que par amour, comme le montre l'absence de complicité et de tendresse entre eux deux. Du coup, le vouvoiement peut être de rigueur, comme il l'est par exemple dans Les Noces funèbres, dont la VF est elle aussi signée par Philippe Vidcock. Et puis, vous vous souvenez peut-être, on a dit dans une vidéo sur le sujet qu'un couple se tutoyait après avoir couché ensemble. Et encore une fois, vu les interactions entre les deux, ça m'étonnerait qu'à moitié qu'ils aient jamais consommé l'union. Oh! Bah autant pour moi alors. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça paraît idiot de faire se vouvoyer un couple. Surtout un couple de fermiers où la bienséance et l'étiquette sont rarement de rigueur, même s'ils s'appellent monsieur et madame entre eux. Qu'est-ce que tu as encore fait? Je vais t'affriter! Je n'ai fait du tout rien! Donc je peux pas dire mieux que les deux sont défendables. Ce qui est amusant, c'est que les deux VF ont fait le choix inverse pour le colonel Poulard. La première VF le tutoie. Colonel, il faut que tu le pilotes. Tu parles toujours du beau vieux temps. Eh bien, il est temps d'agir. Et la deuxième le vouvoie. Poulard, il faut que vous pilotiez. Vous dites toujours d'un bon temps. Pensez au présent, c'est votre grand jour aujourd'hui. Là encore, les deux sont défendables. D'un côté, Poulard joue en permanence la supériorité militaire, qui mérite le respect, donc le vouvoiement est de rigueur. Mais de l'autre, Boba étant le seul coq de la basse-cour, il a dû passer sur l'intégralité des poules de l'élevage, et maintenant vous ne pourrez plus jamais voir le film sans y repenser. Oh le bâtard! Par contre, un truc moins défendable, c'est cette scène. Il s'organise, j'en suis sûr. Silence, j'ai dit. C'est cette Ginger. Je parie que c'est elle le chef. Monsieur Tweedy! Bon, vous voyez le problème ou pas? C'est cette Ginger. Je parie que c'est elle le chef. Le problème, c'est que le fermier appelle la petite poule rousse par son prénom, alors que très clairement, dans cet élevage de centaines de poules, elles ne sont considérées par les fermiers que comme des numéros. D'ailleurs, dans le registre, aucun nom n'est présent. C'est d'ailleurs tout le propos du film. Les poules sont présentées comme des êtres sentients entre elles, et comme du bétail par les éleveurs. Du coup, c'est vraiment bizarre que Monsieur Tweedy identifie Ginger comme Ginger. Oui, mon amour. Mais je pense que Ginger pourrait... Des volailles, pauvre andouille! Ça vient à mon avis d'une mauvaise interprétation du texte anglais. Ginger one, I reckon she's their leader. Mr. Tweedy! Dans une phrase comme celle-là, le mot Ginger peut être interprété soit comme un prénom, et dans ce cas-là on pourra dire cette poule Ginger, soit comme l'adjectif Ginger, qui signifie rousse, et dans ce cas-là on pourra dire, et c'est plus logique, cette poule rousse. C'est la rouquine, c'est elle la meneuse. Monsieur Tweedy! Là, pour le coup, le point va encore une fois à la VF Star. En réalité, la deuxième adaptation se révèle beaucoup plus futée que sa grande sœur. En plus de garder les figures de style originales, comme la répétition ironique, I just decided I don't like you. I just decided I don't care. Tout à coup, tu sais, je te trouve laide. C'est drôle, tout à coup ça m'est égal. À côté de laquelle passait encore une fois la première VF. elle retranscrit à merveille les pics de la VO, Only roosters don't lay eggs, do they? Don't they? No, it's a lady thing, apparently. Ask your mum. Eh oui, ce sont les dames qui font ça, il paraît. Demande à ta mère. et les petits gimmicks. Deux tours de manivelle et larguez tout. Et on largue tout. Jean-Marc Pentier se permet même de les pousser un poil plus loin avec des répétitions originales qui lui sont propres. Oh, ces stupides volailles, j'en ai par-dessus la tête. Madame Tweedy, les poules, j'en ai par-dessus la tête. Finalement, pour une fois, nous sommes d'accord. On trouve aussi de jolies allitérations assez élégantes, Dans la RF, il n'y avait jamais de cactage connectif, c'était interdit. des gags qui semblent tellement évidents qu'on se demande pourquoi ils sont pas dans la VO, It's all in your head, Mr. Tweedy. Say it. It's all in my head. It's all in my head. Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Répète. Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. et quelques jolies gradations qui n'auraient pas dépareillé dans un Audiard. Pousse-toi! T'as l'aide de mon côté du lit. Votre côté, c'est mon côté. Tout le lit, c'est mon côté. Cette réplique m'a énormément fait rire quand j'étais gamin. Mais pour servir un texte pareil, et c'est une excellente transition, il faut d'excellents comédiens. Dans le casting de la première VF, on retrouve donc Patrick Poivet et Dorothée Gemma, qui n'ont plus rien à prouver à personne. Mais vous leur avez menti. Je n'ai pas menti, ma puce, mais j'ai omis certaines choses. Je leur refilerai ce que j'ai promis. Autrement dit, rien. Dans ce cas, ils n'auront rien. On retrouve aussi pêle-mêle Evelyne Grandjean et Patrick Préjean, deux grandes pointures du doublage habituées au dessin animé. Et que ça vous serve de leçon, mes poulettes. Aucune volaille ne s'échappe de la ferme Tweedy, c'est clair? Patrick Préjean fut notamment Sylvestre le chat et Tigrou dans Winnie l'ourson. En plus, bien évidemment, de Nigel de la jungle. Bravo, poupette. Qu'est-ce que tu
tu te sens bien, Poupette? Fais-moi plaisir, Poupette. Ginger! Merci! Figure aussi Marie-Vincent, Éric Métayer, Gérard Hernandez ou encore Michel Prudhomme en Fowler. Mutinerie et dissension, mais c'est précisément ce que souhaite l'ennemi. Diviser pour mieux régner. Non, un bon escadron travaille de concert, tout comme on le faisait de mon temps dans la RAF. Et du côté de la deuxième VF, des stars? Oui, mais pas que. Alors déjà, en regardant le making-of du doublage, on comprend assez vite comment a été réuni un tel casting. C'est-à-dire qui m'a proposé de le faire? C'est mon ami Paul Rassam qui m'a parlé de ça. Paul Rassam m'a demandé si je voulais participer à un doublage de dessin animé, j'en ai jamais fait. C'est Paul Rassam, je pense, qui lui avait demandé. Voilà, donc pour contextualiser, Paul Rassam, c'est un des producteurs d'Apocalypse Now, c'est le tonton de Thomas Langman et c'est un des piliers des studios Pathé. Donc clairement, c'est pas UIP qui a appelé ces comédiens-là à la barre. D'ailleurs, dans le casting, on retrouve entre autres Gérard Depardieu et Claude Pieplu, qui étaient ensemble à l'affiche d'Astérix et Obélix contre César, un succès cinéma justement produit par Pathé l'année précédente. On retrouve donc Gérard Depardieu, Valérie Lemercier et Josiane Balasco comme mastodontes du cinéma français en tête d'affiche. C'était eux qui étaient mis en avant jusque dans la jaquette de la cassette. Pour autant, c'est pas les pointures du doublage qui manquent dans cette VF. Parce qu'on retrouve aussi par exemple l'immense Lucie Dolène, aka Blanche-Neige, la seule et unique Blanche-Neige, celle qu'on aime, dans le rôle de Babette, ainsi que Sophie Arthuis en Macbeth ou Frédéric Norbert et Cédric Dumont en Ric et Rac. Les issues de secours sont à l'avant et à l'arrière. Dans l'éventualité plus que probable d'un incident, placez la tête entre les genoux et dites adieu à votre croupion. Enfin, on a Claude Pieplu en Poulard et le duo Béatrice Agenin-Henri Guibet en couple Tweedy. Et eux, c'est toujours difficile de dire si c'est des star talent ou des pros du doublage. Parce que oui, Claude Pieplu, c'est une tête connue du cinéma qui a tourné avec Buñuel, Costa Gavras et Bertrand Blier et qui était aussi l'homme aux clés d'or de Palace. Ta gueule, les connards, on travaille, nous, demain. Au Palace, personne ne travaille le lendemain par le personnel, mais lui n'a pas le droit à la parole. Mais pour beaucoup de gens, Claude Pieplu, c'est le narrateur facétieux et moqueur des Shadocks de Jacques Rouxel. Car c'était un des principes de base de la logique Shaddock. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Un rôle qu'il a tellement marqué de son empreinte que lorsque Jean-Claude Donda a donné de la voix à une parodie des Shadocks dans Les Guignols de l'info, il a pris beaucoup de soin pour imiter le ton Pieplu. En ce temps-là, les neunetaient. En termes de voix, Claude Pieplu c'est aussi le maire du palais dans Le Roi et l'Oiseau, ainsi qu'un narrateur confirmé du deuxième doublage de Dumbo, mais surtout d'un nombre pharaonique de récits iconiques et de contes pour enfants. Autant dire que même s'il n'a pas fait énormément de doublage, c'est quand même quelqu'un qui sait utiliser sa voix et qui sait l'habiller et l'habiter. On n'a jamais rien vu d'aussi scandaleux. Contraindre un officier supérieur à partager ses quartiers et avec un civil, un Pékin, un Yankee qui plus est, hâte de m'entendre la RAF, on n'aurait jamais... Je te signale que tu n'es pas non plus ce dont je rêvais. Et puis Henri Guibet, eh ben c'est un petit peu pareil. D'accord, Henri Guibet c'est le fameux Salomon qui est juif. Et puis c'est aussi la 7ème compagnie. Sans parler de ses seconds rôles chez Georges Lautner, Yves Robert, d'ailleurs il tourne encore. Il a même reçu en 2011 le Gérard de l'acteur qu'on croyait mort depuis 1985 et qui en fait non, tourne encore. Mais Henri Guibet c'est aussi un petit peu de doublage. Pas énormément, mais quand même un petit peu. Et si vous avez pu l'entendre à la télévision dans la série Ren et Stimpy, vous le connaissez notamment pour ses rôles d'imbéciles heureux comme Rex dans Toy Story jusqu'à encore très récemment, Plouc dans Mille et une pattes, ou même l'abominable homme des neiges dans Monstres et compagnie. Pourquoi m'ont pas appelé l'adorable homme des neiges ou l'agréable homme des neiges tonnerre de Bneu? Enfin, Béatrice Agenin, c'est Fantôme avec chauffeur, c'est Une famille formidable, c'est Hercule et Sherlock. Mais c'est aussi quelques rôles de Meryl Streep, Sharon Stone, Kim Basinger, Melanie Griffith. Alors où s'arrête le Star Talent et où commence le doublage? Est-ce que maintenant que Laurie a fait plus de doublage que d'albums, il faudrait pas arrêter de la considérer comme du Star Talent? Est-ce que maintenant que Nicolas Marié a son César, il va devenir du Star Talent? Autant de réponses auxquelles on n'a pas. Alors je vais commencer par parler de la direction artistique en général, parce que ce qui encore une fois m'a choqué en mettant côte à côte les deux VF, c'est à quel point la première paraît calme à côté de la deuxième. Et quand je dis calme, je pense à deux choses en particulier, les réacts et les ambiances. Les réacts, c'est les petites onomatopées, les bruits de bouche, les réactions en somme, quand un personnage a la bouche ouverte. Par exemple dans cette scène de la deuxième VF. Est-ce que notre Edwige s'en va en vacances? Si on observe la première VF... Ma zinte, est-ce qu'Edwige n'a pas en vacances? Vous vous dites pas qu'il manque quelque chose?
que c'est bizarre que Ginger reste la bouche ouverte sans qu'aucun son n'en sorte? Ça, c'est quelque chose dont parlent parfois les directeurs artistiques en interview, mais j'en ai pas retrouvé pour l'illustrer. Quand un personnage ouvre la bouche ou bouge les lèvres, il faut qu'il y ait quelque chose qui en sorte, même s'il n'y a rien en VO. Parce qu'en VO, bon, c'est les acteurs d'origine, c'est le film d'origine, on accepte qu'un personnage bouge les lèvres sans rien dire. Mais en VF, peut-être parce qu'on a tout le temps fait comme ça, on peut avoir l'impression que c'est une erreur, qu'il y a un oubli. Comme ici, justement, où j'ai l'impression qu'il manque une réacte. Après, est-ce qu'elle manque parce que j'ai grandi avec la VF Star, ou est-ce qu'elle manque parce qu'elle manque? Moi, je dis qu'elle manque parce qu'elle manque, et si ça se trouve, elle manque parce qu'elle manque. Mais si ça se trouve, je dis qu'elle manque parce qu'elle manque, alors qu'en fait, elle manque parce qu'elle me manque. Putain, je vais boire un verre d'eau. Après, il y en a qui manquent parce qu'elles manquent. Par exemple, dans cette scène où Poulard est clairement en détresse. Oh, tais-toi et viens danser. Eh ben, il faut l'entendre crier, sinon, encore une fois, on a l'impression qu'il manque quelque chose. En comparaison, la VF Star paraît beaucoup plus vivante, beaucoup plus animée, et ça passe aussi par les ambiances. Les ambiances, ce sont les caquetages de fond, à travers des petites répliques à peine perceptibles ou des brouhahas plus audibles. Je vous ai transporté. J'ai tenu la Attendez. Et clairement, Jean-Marc Pantier n'a pas lésiné sur les ambiances. Il y a des scènes qui sonnent un peu plan-plan dans la VO et dans la VF Poivet, qui reprend souvent les ambiances de la VO, et qui sonnent plus vivantes dans la VF Star. Alors, vous voulez voler, hein? Eh bien, ce ne sera pas de la tarte et ça se fera pas non plus du jour au lendemain. Alors, comme ça, vous voulez voler, hein? Ça va pas être facile et ça se fera pas du jour au lendemain. Pour voler, il faut 3 choses. Du travail, de la persévérance et... du travail. Le vol, voyez-vous, ça demande 3 choses. Du travail, de la persévérance et... du travail. Vous avez dit travail 2 fois. Et ça s'entend sur plusieurs séquences. Bon, notre dernière tentative d'évasion a été un fiasco. Mais Mac et moi avons mis au point un tout nouveau plan. Je sais qu'à propos de notre dernière tentative, on peut parler de fiasco, mais Macbeth et moi avons mis au point un nouveau plan. Go, 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 go! Mac, finis tous ces calculs, et vite. Agnès, attache-moi ça solidement. Sois prudent, colonel! Bunty, va l'aider. Go, 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 go! Macbeth, il nous faut ce calcul, accélère! Agnès, faut serrer ça à fond, allez! Faites attention là-haut! Affirmatif. Bernadette, va l'aider! On y va! Et puis il y a aussi quelques petites phrases de ci de là, comme cette réplique de Babette qui me fait beaucoup rire tant elle accentue son côté déphasé. Essayez donc de vous calmer un peu! Je voudrais... A l'inverse, il y a quelques petites phrases qui manquent dans la première VF, comme à la fin du film où Ginger explique à Rocky les règles du cricket. Viens, je vais t'enseigner les règles du cricket. Et dans la VF Poivet, rien. Ça fait bizarre, non? Ça fait bizarre parce qu'on les voit s'éloigner en papotant, et si on n'entend rien, eh ben, c'est nul. Ça fait bizarre. La première VF manque clairement de matière, là où la deuxième est plus touffue. Mais ça, encore une fois, c'est sans doute dû à un problème de budget. Enfin, c'est mon avis. Bon, et les acteurs dans tout ça? Alors je vais commencer par mes 2 coups de cœur de la VF Star, Claude Pieplu et Henri Guibet. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Patrick Préjean et Michel Prudhomme sont parfaits dans la VF Poivet. Patrick Préjean joue à merveille le fermier un peu naïf et surtout soumis à sa femme, et son ton naturel aide pas mal à caractériser le personnage. Lui de Colette, mais j'ai toujours ramassé des œufs. Mon père aussi, et son père aussi, et tout leur père aussi, on est devenus fauchés. Mais Henri Guibet, il lui apporte un petit quelque chose de plus. Une sincère et touchante bêtise. Madame Twilly, et les poules, elles sont en train de... Et picorer, regarde, j'y suis arrivé à l'arrêter. Joué par Henri Guibet, le fermier apparaît comme véritablement bête. Pas con, pas stupide, pas crétin, juste bête. Oh, ça alors c'est champion. Et c'est quoi? Un peu la même bêtise qu'il insufflait à ses autres personnages dans les films Pixar, c'est-à-dire plutôt des bons gars qui se laissent parfois un peu tyranniser par des figures d'autorité, alors qu'en fait, eh ben, ils sont plutôt gentils. Fini les œufs.
Mais on a toujours été producteurs dans la famille. Mon père l'a été, mon grand-père l'a été, et tous mes ancêtres aussi ont toujours été pauvres. Et le texte de Jean-Marc Panetier l'aide à aller dans ce sens. Tout ça c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Peut-être même que c'est une proposition de l'acteur. Après tout, il le dit lui-même, Jean-Marc Panetier s'est montré plutôt ouvert aux propositions et a laissé les acteurs poser leurs pattes sur leurs personnages. Bon, j'ai quand même l'original qui est là, qui me guide, on peut pas non plus faire n'importe quoi, mais moi ce que j'aime bien c'est laisser l'acteur, l'actrice essayer plein de trucs, plein de choses, se lâcher comme on dit, quitte à les rattraper un petit peu quand ça déborde trop. Et là je pense qu'ils sont bien amusés parce que ça donne quelque chose de différent mais de cohérent, ça reste cohérent par rapport à l'image. Que ça vous serve de leçon à toutes! Aussi longtemps que je vivrai, aucune poule ne s'évadera de cet élevage! Donc même si encore une fois Patrick Préjean est parfait dans ce rôle, je trouve Henri Guibet légèrement meilleur à mon goût. Et c'est un petit peu pareil avec le personnage de Poulard. Michel Prudhomme est parfait en colonel procédurier, il n'y a aucun doute là-dessus. Arrêtez! Vous êtes chez un officier supérieur? Par ici, vite! Sortez d'ici immédiatement! Mais Claude Pieplu lui ajoute un côté vieillot, désuet, presque sénile, peut-être justement par son timbre plus âgé et plus fatigué. D'ailleurs, Chicken Run sera son dernier rôle au cinéma avant son décès en 2006. Mais encore une fois, il est aussi aidé par son texte. Votre côté, c'est mon côté! Tout le lit, c'est mon côté! Pour terminer avec les personnages secondaires, je trouve les deux Madame Tweedy parfaites. Béatrice Agenin et Daniel Voll donnent toutes les deux aux personnages leur propre couleur autoritaire et un petit peu sadique, et les deux sont parfaitement délicieuses. Des volailles, pauvre andouille! Ce qui fait qu'à part vous, ce sont les créatures les plus stupides de cette planète. Elles ne font pas de projet, ne portent pas d'armes, et ne sont pas non plus organisées! Ce sont des poules, espèce d'abruti! En dehors de toi, il n'y a pas de créatures plus stupides sur cette planète! Elles ne font ni complot, ni manigance, ni aucune action collective! Babette est formidablement incarnée par Lucie Dolène, qui a ma préférence. Sans doute parce que c'est une voix que j'entends trop peu à mon goût. Bonjour Ginger, tu es revenue de vacances? Je n'étais pas en vacances, Babette. J'étais au cachot, à l'isolement. Quelle chance! C'est tellement agréable une cure de solitude de temps en temps. Mais Véronique Alicia s'en sort très bien aussi en lui conférant un accent un peu bourge, un peu exubérant, qui colle bien avec le côté déconnecté du personnage. Bonjour Ginger, et de retour de vacances? Je n'étais pas en vacances, Babs. J'étais en quartier d'isolement. Oh, quelle chance d'avoir enfin un peu de temps à se consacrer! Macbeth, la poulette intello, est incarnée dans la première VF par Marie Vincent, qui est la seule à lui donner un accent, une couleur un peu rurale, pour raccorder avec son accent écossais de la VO. Right, we tried going under the wire and that didn't work. So, the plan is, we go over it. On a essayé de passer sous le grillage et ça n'a rien donné. Alors, le plan consiste à contourner l'obstacle. Sophie Artuis, de son côté, se concentre sur le côté intello, et les deux se débrouillent tout aussi bien. Voilà, on a essayé de passer sous le grillage, mais on n'a pas réussi. Donc, la nouvelle idée, c'est de sauter par-dessus. Rick et Rack, ou Pic et Pocket dans la VF Poivet, sont eux aussi parfaits dans les deux VF. Avec d'un côté Gérard Hernandez et Éric Métayer qui jouent un petit peu sur le même registre. Tu commences par un œuf, et c'est ça qui te donne une poule. Ah non, tu débloques. Si t'as pas de poule, minute, tu pourrais me le redire. Et de l'autre, Frédéric Norbert et Cédric Dumont qui préfèrent accentuer la différence de caractère entre les deux personnages, l'un faisant plus VRP sérieux et l'autre comic relief. Il nous faut un œuf. C'est de l'œuf que viendra la poule. Ah ouais, d'accord. Mais sans poule, qui c'est qui va faire l'œuf? La poule que l'œuf avait faite. Et les stars alors? Les têtes d'affiche. D'un côté, on a Gérard Depardieu, qui dans le making-of a clairement l'air de s'en foutre, un petit peu partisan du moindre effort. Non, c'est pas la peine, je vais la faire. Allons-y, fais voir. Voilà, ça me paraît bien, ça. Il est très pincé, là, cet endroit-là, sur les... Oh, Qui? Ils en font même pas beaucoup, ça. Mel Gibson. Eh ben, il faut garder le Gibson là-dessus, non? Mais justement, je te dis, ça raccorde pas, ça fait trop en choc. Fais voir, c'est vrai. On va pas se mentir, ça a l'air d'être un sacré chieur. Attends, je t'avais fait des hauts à moi. Non, mais plus loin, après, tu raccordes avec Gibson à la fin. Mais bon, ça, c'est une réputation qui colle pas mal à la peau de Gérard Depardieu. Et encore, chieur, c'est le moins pire dont on l'accuse. Petit journal, le sexe, la chatte, petit journal, le sexe. Josiane Balasco, à l'inverse, a l'air de s'amuser un petit peu plus dans le making-of et semble avoir un peu plus de considération pour le taf qu'il y a derrière. Peut-être parce que c'est son premier doublage. Il faut partir au bon moment, s'arrêter au bon moment.
Et alors ça s'apprend en le faisant. Est-ce que vous Voilà. improvisez au fur et à mesure? Ils savent ce qu'ils écrivent, ils sont payés pour ça. Hein. Donc, en général, ils le font bien. Et en même temps, elle est parfaitement bien castée dans le rôle de Bernadette, une poule un peu brute de décoffrage, ce qui n'est pas sans rappeler d'autres de ses personnages. En le jouant, je me suis dit, elle ressemble beaucoup à Madame Musquin du Père Noël. C'est quelqu'un de très sentencieux, assez sûr d'elle et qui dit de grosses conneries. Mais avec beaucoup, on en rencontre dans la vie des personnages comme ça, qui ont une certaine, soi-disant, une expérience de la vie et qui vous pompent. Faut voir les choses en face, les copines. Nos chances de sortir de cette cage sont peut-être d'une sur 1 million. Enfin, Valérie Lemercier joue le rôle de Ginger. Hello les amis! Elle, pour le coup, je sais pas trop quoi en penser. C'est son deuxième doublage après Tarzan, troisième si on compte l'Incroyable Voyage, mais bon, franchement, les animaux bougent pas les lèvres, donc je sais pas si ça compte. Quelle haleine pestilentielle! Oh. C'est facile à ce compte-là, hein? Pour être honnête, elle se débrouillait pas trop mal dans Tarzan, mais là, Chicken Run, c'est pas un rôle qui a l'air de l'avoir beaucoup inspiré. Ça m'a plu de voir de voir un film qui se passe dans une ferme. Je trouve ça gai. Parce que c'est assez rare, comme on montre pas souvent les fermes dans les... Voilà. D'accord, alors ça c'est super, sinon... C'est amusant parce qu'elle se relève, c'est-à-dire qu'au début, elle est vraiment punie très souvent, elle est au cachot assez souvent, et puis c'est elle quand même qui va, malgré ça, elle a du courage, elle va sauver toutes ses copines de la méchante fermière. Voilà. Très bien. Un coup, elle a l'air de s'amuser, un coup, elle a l'air de se faire chier, et surtout, elle a doublé le film en 2 jours, ce qui, pour un personnage principal d'un 35 mm au début des années 2000, reste très court, il faut le dire. Comment vous êtes-vous préparé à ce doublage? Est-ce qu'il y a une technique particulière pour doubler un film d'animation? Non. Ah! On a fait en une soirée presque la moitié du film, donc voilà, ça m'aura pris 2 jours entiers. Oui. Bon, je montre beaucoup d'images du making-of, parce que c'est assez rare d'en avoir, mais on va pas se mentir, les questions de l'intervieweuse sont assez nulles à chier, donc c'est difficile de juger là-dessus. Est-ce que c'est un travail long? Est-ce que vous trouvez ça long? Est-ce que c'est rapide? Non. Est-ce que ça se fait vite? Non. Waouh, elles sont nulles à chier tes questions. Du côté de la première VF, on retrouve donc Evelyne Grandjean en Bunty, puisqu'ils ont gardé les noms originaux, et c'est typiquement le genre de personnage que Evelyne Grandjean sait très bien faire. J'ai toujours su que c'était un imposteur. En fait, je me demande même s'il est vraiment américain. Moi, je pense qu'il avait pas plus de classe que de beurre au cul. J'ai jamais compris comment il a eu le titre. Ginger et Rocky sont quant à eux incarnés par Patrick Poivet et Dorothée Gemma. Et franchement, ben je les ai connus bien meilleurs. Nous pondons des œufs de jour comme de nuit, et quand nous ne pouvons plus pondre, ils nous tuent. Il y a quelques passages où je me dis, tiens, c'est marrant, je les imagine bien jouer cette réplique un poil plus... juste. J'ai suffisamment de problèmes sur m'occuper des vôtres. En plus, cette volière ne me paraît pas infranchissable. Regarde, je vais te faire voir. Ouais, mais du coup, j'imagine que comparé aux stars, elles sont quand même meilleures. Mais... c'est difficile de juger, encore une fois, à cause des textes. Par exemple, cette réplique de Ginger... Il faut qu'on s'évade à tout prix. Ginger, c'était toujours bon. Oui, plus que jamais. Sonne le rappel, réunion ce soir, cabane 17. Si on la compare à la VF Star, eh ben Valérie Lemercier apparaît plus convaincante, car plus déterminée, là où Dorothée Gemma est peut-être un poil trop douce. Faut sortir d'ici à tout prix. Ginger, ça tient toujours? Et comment que ça tient? Préviens tout le monde, réunion ce soir, baraque 17. Mais encore une fois, le texte aide, parce que la réponse de Ginger reprend le « ça tient toujours » de Macbeth. La répétition, c'est une figure de style qui accentue la puissance d'une réplique, surtout suivie de l'impératif. Si Dorothée Gemma avait eu ce texte-là, peut-être qu'elle aurait tapé un peu plus juste. Après, peut-être que je leur cherche des excuses. Dans le monologue de motivation qui suit un peu après, le texte est très similaire, mais encore une fois, Lemercier semble plus vindicative, face à une Dorothée Gemma trop douce. Nous avons un problème. Le grillage n'est pas autour de la ferme, il est ici, dans votre tête. Vous savez de quoi vous êtes prisonnier? La clôture n'est pas seulement autour de l'élevage, elle est là, dans vos têtes. Des forêts géantes pleines d'arbres magnifiques, de grands espaces et de l'herbe. Est-ce que vous imaginez de l'eau et de l'herbe fraîche? Enfin, il doit y avoir de grands espaces, avec de grands arbres, de l'herbe, vous vous rendez compte? Douce, verte, tendre. Il n'y aura plus de fermiers, Babs. Il sera en vacances. Il ne sera nulle part. Vous ne comprenez rien. Il n'y aura plus de collecte d'œufs, plus de fermiers, plus de chiens, plus de cellules et plus de grillage. Il n'y aura pas d'éleveurs, Babette. Où seront-ils alors en vacances? Ils seront nulle part. Vous ne comprenez donc rien. Il n'y aura ni comptage des œufs, ni éleveurs, ni molosse, ni baraque, ni cadenas, ni clé, ni grillage. Donc peut-être que c'est pas tant la faute du texte. La réplique finale de cette scène est pour moi l'illustration parfaite de la différence de caractère entre la Ginger de Dorothée Gemma... Nos chances de nous enfuir d'ici sont à 1 million contre 1.
Ça nous laisse une chance? Et la Ginger de Valérie Lemercier. Alors, c'est qu'il y a une chance. Depardieu, de son côté, c'est Depardieu. C'est compliqué. Depardieu, de l'avis de nombreux metteurs en scène, c'est une machinerie bien huilée. Il peut arriver sur un plateau beurré comme une tartine, sans avoir appris son texte, et sortir malgré tout une réplique bonne à la première prise. Donc là, sans forcer son talent, il arrive à être crédible sur un paquet de scènes. Beau travail, mesdames, beau travail. Vous avez mal, mais c'est bien, c'est bon signe. C'est le métier qui rentre, vous savez, c'est positif, alors accrochez-vous. Faut pas te démoraliser, toi. Comment tu t'appelles? Agnès, tu y arriveras. Toi, Macaille, tu as volé 1 ou 2 mètres aujourd'hui. Bon, après, c'est jamais transcendant non plus. On sent qu'il force pas beaucoup sur son talent, et du coup, il est parfois un peu à côté. Ah oui, c'est vrai que jusqu'ici, ça t'a tellement réussi. Tu veux un conseil? Pour que ça marche, dis-leur ce qu'elles veulent entendre. Patrick Poivet, de son côté, je trouve qu'il force pas trop son talent non plus. L'appel de la route, le voilà, mon style. Oui, passez-moi mon sac et je m'embarque. Et en plein dans la direction du vent. Il a des répliques qui, encore une fois, sonnent un peu faux, un peu mou. En fait, pendant tout le film, je me suis dit, Patrick Poivet, je le connais, il est capable de faire bien mieux. Comme Dorothée Gemma et comme Philippe Vidcock. Et c'est là que je me dis encore une fois qu'ils auraient sans doute fait bien mieux avec un plus gros budget. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a à nous casser les couilles depuis le début avec son histoire de budget? Budget. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Pour parler de ça, il faut que je revienne sur une petite phrase que j'ai balancée l'air de rien tout à l'heure. Ma théorie, c'est que c'est bel et bien UIP, et donc DreamWorks, qui a commandé le premier doublage de Chicken Run, sans doute pour une sortie française en vidéo, on en reparlera. Bien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on a des pointures du milieu comme Philippe Vidcock à l'adaptation, Nathalie Rimbaud à la direction et le duo Poivet-Gemma à la barre, et qu'on en tire une VF que je qualifierais de moyenne, avec des textes moins fins qu'à l'accoutumée, des comédiens moins inspirés et des ambiances un peu vides, c'est qu'on ne leur a pas laissé le temps de faire mieux. Vous avez peut-être déjà vu sur Twitter ou sur YouTube ce genre de vidéo où un dessinateur doit faire le même dessin en 2 heures, en 20 minutes, en 2 minutes et en 20 secondes. Le talent a beau être le même, le dessin n'a pas la même gueule. Bah c'est pareil dans le doublage, plus on a de temps pour travailler, plus le résultat a de la gueule. Et qu'est-ce qui définit le temps passé sur un doublage? Le budget. Et qu'est-ce qui fait qu'un distributeur ciné va mettre moins de budget dans un film qui pourtant n'a pas de star au casting? Eh ben peut-être justement parce que c'est pas pour les salles de cinéma. Peut-être que DreamWorks avait initialement prévu de le sortir directement en cassette, comme ils le feront plus tard avec Joseph le Roi des Rêves. Après tout, les sorties cinéma de Wallace et Gromit n'ont jamais été des grands succès au box-office. Peut-être qu'ils n'y croyaient pas plus que ça, là où Pathé n'a pas hésité à sortir le pognon pour avoir du temps, des stars, et même engager Marc-Antoine Beldan pour faire le Perchman. J'ai dépensé sans compter. Bon, c'est une théorie, hein. J'ai pas pu en discuter ni avec les distributeurs, ni avec les membres de la première équipe. Mais quand je vois la VF Poivet, le sentiment qui domine chez moi, c'est ils auraient pu faire bien mieux. Parce que toute cette équipe, adaptateurs, DA et comédiens, je les ai déjà entendus faire bien mieux. Et je sais qu'ils sont capables de faire bien mieux. Et je me dis que s'ils n'ont pas fait bien mieux, c'est qu'on leur en a pas laissé le temps. Alors, au final, quelle est définitivement la meilleure VF de Chicken Run? Est-ce que c'est la VF Poivet ou est-ce que c'est la VF Star? Eh ben ça me fait mal au cul, mais c'est définitivement la VF Star. Avec néanmoins une précision, c'est pas tant la faute des comédiens que de l'adaptation et de la DA. Si un comédien comme Claude Pieplu, qui a fait très peu de doublage, incarne un personnage plus haut en couleur dans la VF de Jean-Marc Pantier, c'est aussi parce qu'il a des meilleures répliques. Quelle baliverne, maudits Américains! Jamais là quand nos ennemis déclarent la guerre! Tout pour l'argent, tout pour le sexe! Rien à faire ici. Vous en ficherez, moi. Une plaie, ces Américains, est toujours en retard pour les guerres mondiales. Surpayés, survitaminés, surexcités, et sur notre dos, partout. Parce qu'un comédien, aussi doué soit-il, ne peut rien faire sans des bons textes. Et la VF de Philippe Vidcock, elle brille par des tournures de phrases capillotractées qui sont simples en VO. Easy, Pops. Cockfighting's illegal where I come from. And where is that exactly? Just a little place I call the land of the free, the home of the brave. Scotland! No! America! Simple dans la VF Star. Et de quel pays s'agit-il? Oh, un petit bled qu'on appelle le berceau de la liberté, la terre des braves. Ah, l'Écosse! Non, l'Amérique. Et laborieuse dans sa VF. Oh, un petit coin que j'appelle la terre de la liberté, le royaume des braves. God save the Queen, je dis. Pas l'Angleterre, l'Amérique du Nord. Oh, comme que de la mer molle.
Mais en même temps que je vous dis tout ça, je me rends compte que quand je mets la VF Poivet à côté de la VF Star, le seul truc qui me vient sur le moment, c'est nul. C'est nul! Juste, c'est nul. Ce qui, on va pas se mentir, est pas très élaboré comme réflexion. Alors j'essaye d'étoffer, je dis ça manque de naturel, c'est laborieux, la tournure est maladroite, mais mon premier réflexe, ça reste c'est nul, ou ça fait bizarre. Et on en revient à ce point que j'ai soulevé depuis le tout premier redub, à quel point ça nous influence d'avoir entendu une VF en premier. Tout à l'heure j'ai parlé de cette ambiance un peu vide, de cette réact qui me manquait, ou de cette tournure un peu pourrie. Mais est-ce qu'il n'existe pas dans le multiverse un Mr. Fox alternatif, qui lui trouve que l'ambiance est de trop, qu'elle étoffe un petit peu trop, ou que l'adaptation l'Amérique, eh ben, elle est trop simple pour cette scène. Peut-être que l'autre Mr. Fox soulignerait des choses qui m'ont échappé, ou des traductions plus proches de la VO dans la première VF. I've met some hard-boiled eggs in my day, but I'd say you're about 20 minutes. And what's that supposed to mean? Des œufs durs, j'en ai vu pas mal dans la vie, mais toi t'as dû cuire au moins 25 minutes. Je regrette, je ne comprends pas. Là où la VF Star prend plus de liberté. J'en ai connu des durs à cuire dans ma vie, mais toi tu les bats toutes, Calamity Jane. Je ne connais pas cette personne. Peut-être que le Mr. Fox alternatif, qui se sera habitué aux intonations de Patrick Poivet et Dorothée Gemma, aurait trouvé celle de Depardieu et Le Mercier un peu fausse et à côté de la plaque. Est-ce que tout simplement on préfère pas la première VF qu'on a écoutée ? Un peu comme en musique. Est-ce que ça a un nom, ce phénomène de s'accrocher à la première version qu'on a entendue? Est-ce qu'un vidéaste musique pourrait me répondre? Je pense que moi je peux. Quand notre cerveau écoute une musique pour la première fois, ce dernier crée automatiquement ce que l'on appelle une imagerie musicale. C'est une sorte de souvenir plus ou moins précis de ce qu'on a écouté. On va d'abord retenir les paroles et les notes du refrain, puis les paroles des couplets. Tout ça au fur et à mesure des écoutes. Notre imagerie musicale se peaufine donc avec le temps. Et cette imagerie musicale, c'est un truc super puissant. Si bien que si tu lis le titre d'une chanson ou un petit extrait des paroles d'un morceau que tu aimes bien, alors il y a de fortes chances que tu aies tout de suite en tête la mélodie qui te vienne à l'esprit. Et dans ton cas, eh bien je dirais que lorsque tu as découvert cette VF pour la première fois, ton cerveau s'est créé une imagerie musicale associée à Chicken Run. Et à partir de là, une autre version de cette VF va créer une dissonance. Quand tu découvres une nouvelle version d'un morceau que tu connais déjà, eh bien ta première imagerie musicale rentre en conflit avec cette nouvelle, parce que les deux morceaux ont des points communs, comme certaines notes ou les paroles. Sauf que ces deux musiques ne sonnent pas pareil, d'où la préférence pour ton cerveau sur la première version que tu as aimée. Le cerveau adore rester dans sa zone de confort, c'est bien connu. Cela crée alors une préférence entre ces deux versions, qui se tournent inévitablement sur celle que tu as aimée en première. Et ça fonctionne sans doute de la même manière pour le doublage. Mais en me renseignant davantage sur cette question, j'ai vu que beaucoup de gens se posaient la même interrogation que toi, et il y a une réponse de Paul King, un chercheur en neurosciences à l'université de Berkeley, qui est hyper intéressante. Il explique que lorsqu'on décide d'écouter un morceau, on a une attente particulière qui se crée. Entendre quelque chose de particulier à un moment précis. Et à partir du moment où la chanson nous paraît familière, elle rentre dans notre vie avec toutes les spécificités d'une version unique. Dès lors, un changement dans le morceau peut s'apparenter au phénomène de la vallée dérangeante. Tu sais, la vallée dérangeante, c'est ce sentiment de faux qui se produit quand on voit un humain en image de synthèse ou en peinture qui n'est pas parfaitement réalisé. On ressent une forme d'inconfort. Par ailleurs, il ajoute que l'écoute d'une reprise d'un morceau est faite pour être appréciée à la fois seule, mais surtout dans un contexte où l'auditeur ou l'auditrice connaît la version originale. Je le cite, si X est la chanson originale, alors la reprise est X plus 1, c'est-à-dire X avec un petit quelque chose en plus, une variante stylistique peut-être. Ces modifications sont additives et ne sont généralement pas inversées. La reprise équivaut alors à X plus 1 et la première version que vous entendez, l'original, vous paraîtra comme Y-1, ce qui n'est pas forcément aussi appréciable. J'espère que tu as la réponse à ta question. Tout à fait, merci beaucoup Werner. Allez jeter un coup d'œil à sa chaîne, c'est du lourd. Donc oui, on est plus à même de préférer la première version qu'on a entendue, et peut-être que ça fausse un petit peu mon jugement. Mais à mon avis, pas tant que ça. Parce que je suis quand même capable d'admettre que même si je n'ai connu qu'elle, la version de Cône Garcia de La Route d'Eldorado a des défauts, tout comme celle de Chicken Run. Moi je parlerai pas de Fourmise parce qu'au fond, je m'en tape un peu de Fourmise. Alors même si dans certains cercles de voxophiles, le consensus se fait autour du fait que bon, quand on a des vraies pointures du doublage à la barre et pas des stars venues cachetonner, eh ben on entend bien la différence. Eh ben je me mets en porte-à-faux et je trouve que la VF de Chicken Run avec Depardieu, Le Mercier et Balasco a plus de couleurs, plus de cachet et sonne un petit peu mieux. Mais j'ajouterais que franchement, si on avait donné le texte et le budget de la VF Star à l'équipe de la première VF, on aurait eu un résultat très intéressant et qui aurait peut-être, je dis bien peut-être, surclassé ces deux doublages. Comme quoi, dans le doublage comme ailleurs, le travail de qualité, c'est aussi une histoire de temps.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur les studios DreamWorks. Je suis pas mécontent d'avoir tiré un trait sur l'histoire de ce studio qui a, semble-t-il, appris de ses erreurs au fil des années. Et oui, parce que par la suite, DreamWorks, à travers ses différents distributeurs français, a plus ou moins harmonisé sa politique de doublage, histoire de s'y retrouver. Parfois avec une masse de stars quand on sait pas trop comment vendre le film, parfois sans stars supplémentaires parce qu'on sait que la saga est déjà connue et aimée, et que comme le Café Maxwell... Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et parfois sans star du tout parce que... Si j'étais mauvaise langue, je dirais que c'est parce que contrairement aux autres films du studio, ce sont des bons films. Et que quand on a des bons films, c'est pas la peine de mettre un star talent. On notera tout de même qu'à partir de 2007, c'est Paramount Pictures qui reprendra en main la distribution internationale des films DreamWorks et qui commandera enfin des doublages spécifiques pour le Québec. Une décision respectée et suivie par les distributeurs suivants, 20th Century Fox puis Universal Pictures, mettant définitivement un terme aux boulettes d'édition qui ont rendu ces doubles doublages accessibles. Et accessoirement, ça évitera que les Québécois se tapent des stars françaises dont ils se calissent et qu'on leur inflige des références incompréhensibles. Bref, ça fait plaisir de voir un studio d'animation américain qui apprend de ses erreurs pour éviter de multiplier les redoublages pour un oui ou pour un non. Ouais, contrairement à notre studio. Comment ça? Bah t'as pas parlé d'un autre studio. Tu sais, celui qui a redoublé certains films 3 fois depuis leur sortie d'origine, qui refait des doublages à la zob pour soi-disant harmoniser, alors que souvent c'est parce qu'il est rancunier, qu'il a perdu des procès, ou qui n'assume pas ses erreurs passées, qui réécrivent l'histoire sans vergogne en faisant disparaître des décennies d'histoire du doublage. Oh merde!